d'avoir des bonnes notions sur les différents aspects et essayer de bien comprendre les enjeux de chaque pathologie. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre de situations de départ qui peuvent amener à parler de cet item. Ça, c'est ce qui va vous permettre de raisonner sur les cas cliniques et puis les échos ensuite plus tard. C'est les situations de départ auxquelles il va falloir penser à la sympathie aux animaux. Donc pour commencer à parler un petit peu plus de généralité, donc l'athérome, ça va être quoi? C'est la maladie des artères. Donc on passe avec une artère qui est saine avec ces couches que vous avez vues en cours d'histologie, j'imagine, avec l'intima, la média, la cutis, et elle va développer donc des plaques qui vont être plus ou moins sténosantes sur les artères. Elles peuvent toucher n'importe quelle artère du système du corps humain, donc il va y avoir différentes atteintes possibles. Vous avez vu en cardiologie, vous allez avoir tout ce qui est insuffisance coronarienne liée à la coronaropathie, tout ce qui touche au cerveau, et puis nous on va étudier du coup les artères, les artères de petits et gros et jusqu'au petit calibre, donc les TSA, les membres supérieurs, les membres inférieurs et on va pas repartir dans les détails, mais vous avez quelques petites notions de comment ça peut arriver une plaque d'athérome. Donc à la base, on a cet intima qui est cette couche d'endothélium qui protège l'artère, qui va en fait être altérée par différents mécanismes, des radicaux libres, des métabolites, des oxydes, et puis les pathologies, le diabète, l'hypertension, l'hérédité aussi va jouer. Des infections aussi chroniques, type écale plutodentaire déplorable, ça alimente de l'inflammation chronique et c'est une cause d'athérosclérose. Et donc ça va altérer ces couches endothéliales, ça va faire pénétrer différentes cellules de l'inflammation jusqu'à donc créer ces plaques d'athérome, pardon. Il y a des plaquettes qui vont venir adhérer également jusqu'à créer des chattes fibreuses, potentiellement des cœurs nécrotiques, et tout ça, ça peut faire s'aggraver les plaques d'athérome, et donc soit de façon très lente, et donc jusqu'à une occlusion du vaisseau qui va être très lente et qui va permettre de développer toute la collatéralité, soit des aggravations brutales avec des ruptures de plaques, comme vous voyez ici, une rupture de plaque avec une hémorragie intraplaque, et donc ça va provoquer des phénomènes plus aigus de thrombose de vaisseau, et donc ça peut donner des tableaux d'ischémie sur des ischémies chroniques sous-bassines. Ça peut se voir aussi également sur tout ce qui est pathologie des AVC liées à des sténoses carotidiennes symptomatiques, et en fait c'est des plaques qui se mettent à parler tout d'un coup parce que le rupture, il y a un truc qui est détaché, et puis ou alors elle est devenue plus complète, elle a créé une sténose plus symptomatique. Alors, il y a d'autres causes qui peuvent abîmer les vaisseaux, il y a tout ce qui est les maladies inflammatoires. On ne va pas rentrer dans les détails, on n'aura pas le temps, mais vous avez quelques notions, la Takayasu, la maladie d'Horta, la maladie de Burger, je pense que vous avez déjà fait, non, vous n'avez pas encore fait toutes ces pathologies-là. Vous en reparlerez. Globalement, c'est des pathologies qui peuvent toucher les vaisseaux. La maladie de Burger, c'est un peu particulier parce que c'est une vascularité qui est exclusivement la pathologie du climat, qui est le fait de développer des vascularites sur les vaisseaux des jambes, et la description du réseau jambier avec des patients qui finissent amputés dans une grande partie des cas parce qu'ils ont beaucoup de mal à arrêter de fumer. Tout ce qui est infection, ça peut également abîmer les vaisseaux. Il y a des infections réelles de vaisseaux qui peuvent donner à la fois des rétrécissements mais aussi des anévrismes. Les artères, les sténoses radiques aussi, ça existe après des séances de radiothérapie, surtout. Alors c'est un peu moins le cas maintenant parce que maintenant ils font de la radiothérapie beaucoup plus ciblée. Mais avant les radiothérapies, elles étaient un peu plus agressives avec beaucoup de rayons et des champs assez larges. Et donc maintenant, à prendre en charge des patients qui ont été irradiés il y a quelques années de lymphome ou des choses comme ça, plus jeunes, et qui ont des artérites radiques très étendues, des vaisseaux plutôt, des vaisseaux du même intérêt. Il y a les syndromes du défilé aussi, dont vous entendrez parler, qui sont des pathologies qui sont des sténoses de veines ou d'artères liées aux muscles, liées aux vertèbres par exemple. Donc le nutcracker, c'est une sténose de la veine rénale gauche qui est liée à une pince trop aiguë entre l'artère mésentérique supérieure et là. Le coquette, c'est la sténose de la veine iliaque qui est due à une compression entre l'artère iliaque et la vertèbre l'arrière. Et la popité piégée, là, c'est une maladie du sujet jeune aussi, qui est en fait le fait que soit l'artère est déviée, une anomalie congénitale qui fait que les muscles ne sont pas à leur bonne place, ou que l'artère n'est pas à sa bonne place, elle est en dehors du muscle, ou le muscle s'est inséré trop interne. Et ça donne des sténoses vraies d'artère et des claudications vraies du sujet jeune qu'on voit que sur des manuels
Il y a toutes les causes génétiques aussi de rétrécissement articongénital, donc la coarctation sur le niveau de l'arc thoracique. On en voit aussi à l'étage abdominal qu'on appelle le middle aortic syndrome. Qui s'avancielle, c'est très rare, c'est juste il y a cette notion, vous en verrez jamais dans votre vie, je pense. Et après, il y a les causes aussi dégénératives et les causes génétiques, pardon, les maladies du tissu conjonctif, syndrome de Marfan, syndrome de Loditz, les énerves dans l'os aussi, ça donne des pathologies anévrismales, et puis toutes les causes post-traumatiques, des ruptures, des dissections d'artères qui peuvent évoluer vers des anévrismes ou vers des sténoses, ça arrive assez fréquemment. On en voit de temps en temps. Alors, de façon plus générale, l'artériosclérose, c'est un vrai enjeu de santé publique avec énormément de patients touchés. Les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de décès mondiale, c'est bien devant les cancers et les maladies dégénératives. L'AVC, c'est la troisième cause de décès d'invalidité dans le monde. Ça concerne un peu plus les sujets, les pays en voie de développement et medium income country, avec une incidence qui est en augmentation dans ces pays-là, on a une incidence partout, mais il y a beaucoup plus dans ces pays-là. Et ça va avoir des conséquences avec un enjeu de prévention en fait, de ces pathologies, que ce soit l'hygiène de vie, que la correction des facteurs de risque cardiovasculaire, le fait d'encourager nos patients à avoir des activités physiques régulières, et puis il y a toute la composante du traitement médicamenteux qu'on va développer un petit peu après. Donc là, on va parler d'abord d'artériopathie différente des membres inférieurs. Donc les objectifs que vous avez dans la fiche LISA, c'est d'abord d'avoir des notions d'épidémiologie, des notions de pronostic à cette pathologie, de savoir la diagnostiquer, de savoir l'évaluer, de savoir mettre en place une prise en charge qui soit non médicamenteuse ou médicamenteuse, et également connaître la place de la réexpérimentation. Donc il y a pas mal de choses qui sont à connaître sur la OMI. C'est un peu plus, il y aura moins d'objectifs sur les autres pathologies, donc on va un peu plus passer du temps sur celle-ci. Donc qu'est-ce que c'est l'artériopathie différente des membres inférieurs? C'est l'obstruction totale ou partielle d'une ou plusieurs artères du membre inférieur. Donc ça part de l'aorte jusqu'au pied, avec en fait un IPS, on va voir ça, c'est un rapport de pression entre la cheville et le membre supérieur en dessous de 0,9. Ça peut être symptomatique, mais ça peut être aussi asymptomatique. Un patient qui a un IPS en dessous de 0,9 et qui n'a pas de symptômes est quand même atteint d'AOMI. On parle d'AOMI quand on est au stade chronique, donc avec des symptômes qui sont plus de 15 jours. Ça concerne 15% de la population de plus de 65 ans, donc c'est énorme. Il faut savoir qu'une majorité des cas, ils sont asymptomatiques. Vous voyez, c'est une sorte de schéma qui vous présente un peu le nombre de patients atteints d'AOMI dans le monde. Il y a la grande majorité de ces patients qui ne sont pas symptomatiques. Mais là, il y en a une partie non négligeable qui va évoluer vers des formes symptomatiques. Et de façon générale, de toute façon, ça c'est le fait d'avoir de l'AOMI, c'est un surrisque de mortalité cardiovasculaire. Donc c'est quelque chose à savoir pour savoir le dépister. Et puis une fois qu'on a révélé une AOMI chez un patient, bah, mettre en place les mesures associées pour réduire son risque cardiovasculaire. Dans les formes asymptomatiques, il y en a finalement relativement peu qui vont évoluer vers des formes symptomatiques, mais quand on parle de formes symptomatiques, ça peut être un risque d'amputation à 5 ans, qui n'est pas non plus, qui est autour de 5% en débutant, et puis 15% dans l'année, 25% dans l'année chez l'esquimotrésie. Donc l'enjeu, il est quand même important. Je vous ai dit plus de croissance dans les pays en voie de développement. L'AOMI, c'est aussi la troisième atteinte interromateuse après le cœur et le cerveau. On a les mêmes facteurs de risque cardiovasculaire que la coronaropathie et l'angiopathie cérébrale. Donc il y a l'âge, le fait d'être un homme, le fait de fumer, ça c'est un des principaux facteurs de risque. Le fait d'être diabétique aussi, ça va ajouter un facteur de risque, d'être hypertendu, d'avoir une dyslipidémie, d'être obèse, et aussi l'hérédité qui compte. Est-ce que vous avez déjà fait les cours sur la coronaropathie ou en cardio? Non. Vous allez revoir ça plusieurs fois, ça va devenir évident pour vous, je pense. C'est toujours la même chose qui revient, c'est pas, on n'invente rien. Par contre, on a aussi quelques spécificités dans la OMI. On a les insuffisants rénaux chroniques qui sont un gros pourvoyeur d'artérite, notamment au niveau des jambes. La maladie de Burger, ça c'est spécifique des membres inférieurs. Et puis les hémopathies, ça va être aussi un peu plus particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez une atteinte athéromateuse d'un des territoires, le cœur, le vaisseau, le cerveau ou les jambes,
Il faut savoir dépister les autres atteintes parce que vous voyez sur le schéma que dans un certain nombre de cas, il y a d'autres atteintes qui sont associées. Par exemple, si vous voyez ici sur l'AOMI, on en a 14 à 19% qui ont aussi une atteinte carotidienne, 10 à 23% qui aura une atteinte rénale, et puis 25 à 70%, donc c'est hyper variable parce que ça dépend des séries qui sont observées, ça dépend des pays, etc. Mais jusqu'à 70% des patients atteints d'OMI, ils ont aussi une atteinte coronarienne. Et parfois, ils sont asymptomatiques aussi parce qu'ils sont limités par leurs efforts, donc c'est important de dépister. On va distinguer plusieurs stades. En fait, il y a deux classifications. C'est pas pour vous embrouiller, mais en fait, vraiment, on n'arrive pas à décider laquelle est mieux que l'autre. La Rutherford, elle est un petit peu plus développée parce que vous voyez qu'il y a aussi des critères hémodynamiques objectifs qui sont associés à la classification. Il y a un peu plus de stades, donc ça permet un peu mieux de différencier les patients. Ces critères ces classifications, la Rutherford, elle nous sert beaucoup dans les publications. En fait, ça a standardisé la façon dont les patients sont inclus. Après, c'est quand même des choses qui peuvent être utilisées en clinique quotidienne, mais c'est vrai que dans notre clinique quotidienne, on utilise surtout la qualification de Lorich et Fontaine, qui va mettre 4 stades. Le stade 1, ou 0 de la stade de Rutherford, c'est avec le patient qui est asymptomatique, donc il trouve un IPS en dessous de 0,9 ou une diminution de la position des coups et de la thyroïde sur l'échographie. Le stade 2 ou le 1, 2, 3 de Rutherford, ça va être le stade d'ischémie d'effort. C'est-à-dire que le patient il n'a pas de symptômes au repos, mais quand il sollicite ses muscles, les muscles vont demander plus d'oxygène, donc il va y avoir un symptôme qui va se manifester avec la douleur, généralement un type de tremblement molaire, on va en parler. Et donc, c'est ce qu'on appelle la claudication non embarquée. Cette claudication, elle va être quantifiée en fonction de la distance que peut faire le patient sans avoir mal. Ça va nous permettre de savoir est-ce que le patient il a un stade de claudication invalidant, c'est-à-dire qu'il peut faire moins de 100 mètres, moins de 200 mètres sans avoir mal. C'est dans la vie de notre quotidien, donc on estime que c'est une claudication sévère. Au-dessus de 200 mètres, ça va être moins sévère, et donc ça c'est pour la classification de Fontaine. Dans le Rutherford, il n'y a pas vraiment de périmètre de marche bien quantifié. Il parle de claudication mineure, modérée ou sévère. C'est un peu c'est pas très objectif. Après, c'est complété aussi par les mesures hémodynamiques. Vous voyez qu'on peut mesurer aussi l'IPS chez ce patient, enfin mesurer la pression à la cheville chez ce patient. Si elle est au-dessus de 50 après l'exercice, c'est qu'a priori la claudication est modérée. Et puis si elle est en dessous de 50, on a une claudication qui est sévère. Le stade 3 et le stade 4, et 4, 5, 6 de Rutherford, ça va être une ischémie critique ou ischémie de repos, c'est-à-dire que le patient il a soit des douleurs en permanence parce qu'il ne fait rien, soit il a des manifestations cutanées de son AOMI avec des troubles trophiques, donc c'est ulcères, gangrènes, et en fait, dans le Rutherford, ils distinguent deux stades parce qu'ils vont différencier les patients qui ont un petit trouble trophique, c'est-à-dire qu'il ne va pas engendrer une amputation majeure, et un trouble trophique étendu qui lui va entraîner une amputation majeure, c'est-à-dire au moins une transmise partielle, un moitié du pied, voire plus. C'est un groupe qui a haut risque de mortalité. Vous voyez que chez le patient claudiquant, qui est pourtant symptomatique juste quand il fait un effort, donc après lui, il a un état général qui est conservé, enfin, ça a des patients en général qui présentent assez bien, mais ils ont quand même un risque d'amputation à 50 et de 5% et de mortalité d'une cause cardiovasculaire à 50 et de quasiment 30%. Chez le patient ischémique critique, on augmente énormément ces chiffres avec un décès à 6 mois de 20%. 70% également des patients qui sont décédés à 5 ans, et une chance sur 4 d'être amputés dans l'année. Si on les revascularise pas. Si on les revascularise, on diminue ce chiffre, heureusement, mais on ne diminue pas non plus à 0, mais on reste à 15% d'amputation dans l'année avec une revascularisation dans l'ischémie critique. Et quelques patients un peu plus particuliers, les diabétiques, qui sont aussi une grosse croissance dans le monde. C'est la première cause d'amputation, la deuxième cause d'accident cardiovasculaire, et c'est un gros facteur de risque d'AOMI. L'insuffisance rénale chronique également, et puis ça engendre des prises en charge assez vite. Est-ce que jusqu'ici vous avez des questions? Quand on dit que c'est sévère, c'est grade 3-4, c'est ça? À partir de 4.
Le stade ischémie de repos, ischémie critique, sévère, c'est 3-4. Et puis 4-5-6 de retard. Soit douleur permanente, soit les souffrances. C'est super à 50 ou pas à 50, pourquoi il y a c'est quand tu fais dans cette classification d'Interford, ils ont aussi des critères hémodynamiques. Et donc un patient qui a une classification où tu auras du mal à quantifier un peu si elle est modérée ou si elle est importante, tu peux lui faire de l'exercice et puis après tu vas mesurer la pression à la cheville. Et si tu as une pression à la cheville qui est au-dessus de 50 mm de mercure, c'est-à-dire qu'il y a une hémodynamique qui est déjà préservée mais qui est en modéré, léger, et puis si en dessous de 50 mm de mercure, c'est plus sévère. Pourquoi c'est pas plus fort? Pourquoi le SPIR s'appelle juste supérieur à 50? Ou inférieur à 50? Ouais, parce que si c'est que si c'est vieux, parce que ça supérieur à 50, c'est la pression dans l'artère. Si la pression dans l'artère est au-dessus de 50. Oui, si l'artère est dure, ça supérieur à 50, ça va être. Non, ton artère, elle est pas. En fait, tu vas mesurer l'hémodynamique, la qualité du flux qui arrive jusqu'à la cheville. Donc après, oui, tu as la médiacalcose qui est la classification scientifique en personne et vaisseau. Là, pour le coup, tu auras une pression à la cheville qui n'est pas évaluable, je vais en reparler après. Mais chez la plupart des patients, tu arrives à avoir une pression artérielle au niveau des vaisseaux à la cheville. Tu arrives à comprimer, donc tu n'auras pas de pression artérielle. Et si tu as une hémodynamique qui est altérée, donc tu as des flux qui sont ralentis, tu vas avoir une pression oculaire inférieure à 50 après l'exercice chez les gens. Après, quand tu regardes dans l'ischémie critique, il descend encore ces chiffres de pression. Alors, on parle, je l'ai remonté après, mais l'ischémie critique, on est en dessous de 50 au repos. Ou même la pression au niveau de l'orteil en dessous de 30. Alors, ça peut toucher n'importe quelle artère. C'est souvent les zones où il va y avoir des bifurcations de vaisseaux. Probablement dû à des perturbations du flux à ces niveaux-là, et donc l'athérome a plus tendance à se créer à ces niveaux. Donc vous voyez la bifurcation aortique, les artères iliaques. Au niveau du trépied fémoral, on a souvent des lésions d'athérome. Donc là, vous avez l'artère fémorale commune qui se divise en artère fémorale superficielle et l'artère fémorale profonde. Il y a encore quelques restes d'anatomie vasculaire, sinon. Ensuite, la fémorale superficielle, elle descend, elle donne l'artère poplitée au niveau du genou. Et puis, sous le genou, elle va se diviser en artère tibiale antérieure qui part dans la longueur derrière de la jambe, et l'artère fibulaire et l'artère tibiale postérieure qui sont dans la loge postérieure. Donc, vous savez ce que c'est le coupé d'yeux, par exemple? C'est quoi comme artère? C'est l'artère pédieuse, mais elle est alimentée par quelle artère? Non. Et l'artère et le rétromalléolaire? Fibulaire. Fibulaire? Tibiale postérieure. Il peut y avoir un coup fibulaire chez à peu près 30% des gens. Vous regardez chez vous si vous l'avez, c'est devant la malléole externe. On peut avoir un coup fibulaire. Alors le stade d'ischémie des forces, ça va être quand je marche, j'ai mal à la jambe. C'est-à-dire que le patient il va se plaindre d'avoir des douleurs seulement à la hanche. Est-ce que, donc on va essayer de quantifier son périmètre de marche. Donc il y a des questionnaires un peu standardisés qui nous permettent de faire ça. Est-ce que quelqu'un a déjà demandé un périmètre, essayer d'évaluer par exemple le périmètre de marche d'un patient? Toi t'es déjà resté? Comment tu ferais pour demander au patient? On demande s'il va aux courses en marchant. Quand il se balade, s'il arrive à marcher plus de 100 mètres, comme ça, ou s'il sent qu'il est fatigué au bout d'une certaine distance de marche, s'il est essoufflé. On peut le tester sans aller voir l'hôpital. Il y a des grades, non? Tu peux tester de façon standardisée. Ouais, il y a des tapis de marche qui permettent de mettre une vitesse définie avec une pente définie et d'avoir exactement la distance qu'il peut faire à une certaine vitesse. Mais en fait, tu peux faire ça en hôpital de jour, etc. Mais si tu veux le faire dans ton cabinet, c'est un peu compliqué. Tu n'as pas forcément le temps non plus de le faire faire, parce que c'est pas non plus. Parfois, il a le temps de se déshabiller, il rentre dans ton cabinet, il envoie son outil. Ça prend longtemps, tu penses à tous les patients qui attendent. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier de demander quand vous demandez à un patient, c'est pas forcément. Donc, l'essoufflement, oui, c'est une bonne question à lui poser.
parce qu'on va essayer de savoir qu'est-ce qui le limite dans ses efforts. Donc, en général, le patient claudiquant, il ne va pas vous dire je suis essoufflé quand je marche, il va venir parce qu'il a mal, parce qu'il a une crampe dans le mollet quand il marche. Ça, c'est la douleur assez typique qui survient à partir d'une certaine distance. La douleur s'arrête quand il arrête de marcher, en quelques minutes. En général, au maximum de 10 minutes, ça s'arrête. Et quand il se remet à marcher, ça revient. Après, je ne sais pas, par exemple, un patient, il vous dit « Ouais, mais ça va, moi j'arrive à faire 2-3 km, je marche doucement. » Est-ce que son périmètre de marche, c'est 2-3 km? Non, pourquoi? Non, il a adapté sa vitesse. Donc il faut bien lui demander, si vous marchez à une vitesse normale, c'est très subjectif, normal, mais ça parle à tout le monde, quelle distance vous arrivez à faire? Parce que s'il a adapté sa vitesse de marche à sa douleur, ça ne va pas être le même. Il faut lui demander aussi, il faut préciser que c'est sur du terrain plat, parce que dès qu'ils font une pente, ils vont faire beaucoup moins. Mais c'est pas comme ça qu'on évalue. C'est terrain plat, marche normale, ils essaient de savoir le nombre de mètres. Après, généralement, les gens, ils n'arrivent pas trop à savoir vraiment la distance qu'elle va faire, donc c'est bien d'avoir des repères en tête. Je ne sais pas si vous êtes en cabinet, vous savez qu'entre la pharmacie à côté de chez vous et votre cabinet, il y a 200 mètres. Voilà, vous dites qu'entre la pharmacie et chez moi, vous avez dû vous arrêter pour venir. Après, il y a d'autres choses que vous pouvez chercher à l'interrogatoire. On va demander aussi qu'est-ce qui le gêne, parce qu'en fait, ce qui est classique chez le claudiquant, c'est la sténose fémorale superficielle, donc c'est des douleurs qui vont être au niveau du mollet. Après, il faut aussi avoir des patients qui ont des sténoses plus haut, avec du coup des douleurs qui ont une fesse plus haut. Donc, par exemple, il a la sténose sur l'iliaque interne qui vascularise les muscles de la fesse, ça va donner une claudication fessière. Si vous avez une sténose au niveau de l'iliaque externe, ça peut donner des douleurs au niveau de la cuisse quand on marche. Et puis ça peut être bilatéral ou unilatéral. Donc souvent il y a un membre qui prédomine. Parfois on va aussi traiter une des jambes qui claudie et l'autre, et a priori il n'y avait rien. Et puis en fait, une fois qu'on l'a traité, ça révèle une claudication contralatérale. Si les patients, il faudra qu'ils pèsent, ils sont en dessous de 0,9 quand même pour affirmer le diagnostic. Sinon il faudra quand même essayer de faire un diagnostic différentiel. Et puis le stade d'ischémie critique, vous avez la douleur de repos assez typiquement qui est assez intense, elle résiste aux antalgiques de base, elle est récidivante, elle est souvent soulagée par le fait de mettre la jambe en déclive. Donc c'est des patients parfois qui passent la nuit au fauteuil ou la nuit debout parce qu'ils n'arrivent pas à dormir, c'est une douleur insomniante. Et au stade 4, donc au stade 5-6 de l'Otapan, on a des troubles trophiques associés. Avec différents types. Alors ça commence par des anomalies d'épanaire, vous savez ce que c'est? Les cheveux, donc au niveau de la jambe, ça va être les poils. Du coup, le cou qui va être sans poils. Les ongles qui vont être malades. On peut avoir la peau qui est très fine, pâle. Et puis ensuite, vous avez donc le TRC, vous savez ce que c'est? Ouais, vous montez en fait. Ça va faire combien de au-dessus de 3 secondes, c'est pathologique. Le fait d'avoir des lésions ulcérées, les ulcères d'origine artérielle, ils vont être souvent sur des zones de frottement, donc au niveau du pied, au niveau des orteils, entre les orteils, c'est assez classique aussi. Ils vont être souvent de petite taille, assez creusants et douloureux. La gangrène, et puis les escarres, et puis les nécroses d'artères, on peut voir sur ces à l'examen clinique, on va palper tous les coups. Comment on différencie l'ulcère et gangrène? L'ulcère et la gangrène? Alors, l'ulcère, ça va être juste une perte de substance cutanée, plus ou moins tonique. Hein, ça peut être, la gangrène, ça va être plus une nécrose, une lésion. Et comment on sait si c'est un trophique léger ou sévère? Léger ou sévère, tu vois par exemple, le patient il a une nécrose de l'extrémité de l'orteil. Donc ça, si jamais on revascularise et qu'on coupe l'orteil, on fera un bout d'orteil, donc c'est léger. Lui, il a une lésion qui atteint plus l'avant du pied, donc on va pouvoir couper au moins en transmétatarsien, ça veut dire si on les coupe pas tous, on en coupe quelques-uns. Donc ça c'est plus important. Les escarres, c'est souvent ça devient assez sévère rapidement, enfin, important, parce que ça atteint rapidement l'os et après c'est des enjeux de l'appui, donc ça se fait souvent en amputation de
Ouais, la zone, c'est important. Si tu vois, le tendon, il est lâché, complètement exposé, là aussi, c'est pas possible. Donc, c'est ce que ça va entraîner comme geste de parade, d'amputation. Ça, c'est un peu moins, même si c'est plus proximal, mais normalement, si tu vascularises et que tu fais des soins de cicatrisation, c'est ça. Donc, on va rechercher tous les coups. Vous savez prendre les coups, la base. Le tibial postérieur en rétromayolaire interne. Et les yeux, donc c'est la tibia antérieure sur le pied. Vous savez où prendre exactement sur le pied, vous avez un repère anatomique. Ça peut marcher, mais ça ne peut pas marcher. De quoi? Il y a une bosse sur le pied. L'annulaire, c'est au-dessus de la malléole ou derrière? Derrière. Le pédieux, si vous voulez un repère anatomique, c'est que bouger le bras, comme sur la photo, là, bouger le gros orteil. Ça met en tendon. Et en fait, c'est juste en externe. Au passage, quand on fait les coups, le coup d'obliqué notamment, vous savez, il faut se projeter un petit peu derrière le dos, qualifier à pied pas mal pour le sentir. Si vous sentez très bien un coup d'obliqué, c'est qu'il y a un anévrisme. C'est souvent qu'il y a un anévrisme. Il faut sentir aussi une masse battante abdominale, au passage, et tourner un anévrisme. On peut aussi ausculter les souffles, donc ça, pour être très honnête avec vous, je pense qu'on ne fait jamais, mais on peut le faire. Donc on peut entendre n'importe quel souffle sur un trajet vasculaire, que ce soit de la carotide, de la souffle cavière, de l'artère minérale, de l'artère axillaire, vasculaire, au niveau fémoral, au niveau côté et au niveau des artères externes. Alors, le fameux IPS, qui fait partie du bilan de base d'un RMI, il va nous aider à évaluer donc une perte de charge entre l'arbre et la discalité. Donc, ça va être le rapport entre la pression qu'on prend à la cheville et la pression qu'on prend au bras. Alors, en général, les appareils automatiques, ils n'arrivent pas trop à donner pression, donc il faut utiliser soit c'est fait par les coups Doppleris qui vous fait ça avec le flux Doppler. Sinon, il y a les petits capteurs, je vous ai déjà vu dans les stages, il y a des petits capteurs Doppler, des machines qu'on peut utiliser qui sont faites uniquement pour entendre le flux Doppler. On pose la sonde avec un peu de gel d'écho sur le trajet de l'artère, et puis quand on n'arrive pas à palper le flux, on peut entendre le flux dans l'artère. Normalement, on aura un flux poussé, vous savez à quoi ça ressemble, un flux d'artère. Alors, c'est un truc assez vif, assez aigu. Normalement c'est systémo-diastolique, mais on n'entend pas la systole avec ce genre de truc, donc ça va faire comme ça. Si vous avez un flux qui est un peu amorti, enfin un peu moins en pic, c'est que le flux est un peu amorti. Après on peut entendre aussi les veines avec ces trucs-là. Ça va être un flux vraiment continu au niveau des veines, un peu sourd, un peu en arrière-son. Donc ça peut permettre de mesurer l'IPS, ces trucs-là. En fait, on repère le flux de l'artère au niveau de son trajet, donc ça soit la péduse ou la tibiale ou la rétromayolaire. On prend le brassard à pression, donc on monte la pression, quand il disparaît on note, et puis quand il apparaît on note la pression. Donc ça nous fait un rapport systolo-diastolique. On va faire le rapport de cette pression systolique obtenue avec la pression qu'on aura mesurée au bras. Pour faire le rapport, on va prendre le plus haut chiffre de pression systolique au bras membre supérieur. Et en fait, il va y avoir deux façons de faire des IPS. Pour une application clinique, on va utiliser juste le chiffre le plus haut. Et puis pour la stratification du risque cardiovasculaire, le chiffre le plus bas. Donc là, par exemple, ils ont mesuré la brachiale droite et la brachiale gauche. Vous voyez, on prend le chiffre de la brachiale droite qui est le chiffre le plus haut. Et on va mesurer pour le membre supérieur et pour le membre inférieur. On va garder la pression la plus haute. Donc ici, c'est la péduse à droite et à gauche qui a été prise. Donc, ici, c'est une pression de l'animation. Et donc, ça nous permet d'obtenir un IPS à droite et à gauche. Après, on peut faire, si on est vraiment jusqu'au boutiste, des petits IPS, tibia poste, pédule, on peut faire des rapports aussi sur vos orteils, etc.
Donc pression aux orteils, c'est également possible. Et puis il y a un autre truc qui s'appelle la TCPO2, qui est plus on en parler un peu après. Ça, c'est une mesure de saturation d'oxygène cutanée. C'est fait par les en exploration vasculaire. Il crée une sorte d'hyperémie cutanée, ça prend un petit peu de temps, et ensuite on mesure la saturation. Ça, c'est plus ça nous permet de plus avoir un argument pronostic de cicatrisation sans revascularisation, et de cicatrisation après revascularisation de chez les patients. Là, on dit si tu as un IPS à membre par droit, un IPS du membre par gauche, et tu vas prendre à droite et à gauche le chiffre à la cheville le plus élevé pour faire le rapport. Au bras, tu vas prendre la pression la plus élevée. Ils ont pris 126. En délégateur, tu as 126 dans les deux gars. La pression la plus élevée. Et la cheville, par contre, ça change. Tu prends la pression la plus élevée entre P2 et tibial poste. Pour la droite, et pour la gauche, après, pour le risque cardiovasculaire, ce qui est recommandé, c'est de prendre le chiffre le plus bas pour le coup. Donc, on aurait pris par exemple à gauche, on aurait pris 60 pour faire l'IPS, on en parle à gauche. Et ça après, ça te met dans des cases de l'opération, tu vois, et ça te dit si l'opération est déjà pas d'application parce que en termes de prévention derrière l'agressivité des traitements, tu as après, si tu as une pression à la cheville sur un des deux qui est correct, ça veut dire que l'état hémodynamique local est pas suffisamment bon pour permettre aussi à cette pression de éviter Alors, on a parlé déjà du test de marche standardisé qui permet d'évaluer complètement très objectivement le périmètre de marche. Ça permet aussi de tester nos sociologies parce que vous pouvez avoir un patient qui va marcher et puis en fait il va se plaindre soit en premier lieu d'être essoufflé, donc on va peut-être plus partir sur un problème de limitation à la marche pour une cause cardiaque ou respiratoire. Ou alors, comme il vous décrit effectivement la douleur quand elle arrive, on va voir qu'en fait c'est une douleur qui descend qui suit un trajet postérieur ou antérieur qui crée plutôt une dépression neurologique, etc. Ça permet aussi d'évaluer l'hémodynamie parce que le test de marche, ça va être considéré comme un test un peu de départ. Donc si votre opériste qui fait l'échographie avant et après, des IPS avant-après, on peut voir du coup des baisses de chiffres. On va dépister les comorbidités. Donc sur le bilan métabolique, il faut bien sûr rechercher l'insuffisance rénale associée parce que vous avez vu qu'il y a un certain nombre de patients qui en ont une. Du diabète associé bien sûr, une dyslipidémie, etc. L'échographie Doppler, ça va être le premier examen à faire chez ces patients, sauf si on a vraiment un projet de revascularisation d'emblée, mais c'est assez rare qu'on se fasse d'échographie, parce que ça permet vraiment de décrire où sont les lésions, de faire un bilan d'extension aussi, de dépister toutes les lésions, d'évaluer vraiment l'hémodynamie que vous avez en distalité chez ces patients. Chercher s'il y a des lésions associées à l'événement artérielle, et autres. Par contre, c'est vrai que ça peut être limité si dans votre région, c'est pas accessible parce qu'il y a très peu de médecins qui font ça. Si vous avez un patient obèse et qui n'est pas du tout hypogène, également, ça va être un peu limité. Et les classifications aussi, c'est assez gênant pour ces examens-là parce que ça fait des artefacts, ils n'arrivent pas à évaluer des degrés de sténose, ils n'arrivent pas à avoir moins les artères quand ils sont très classifiés. Ensuite, on va partir sur des choses un peu plus poussées. Donc, s'il y a un projet de vascularisation, on fera facilement un ange scanner à nos patients, sauf si vraiment on a une contre-indication à le faire, parce que ça nous permet d'avoir vraiment une cartographie de toutes leurs lésions, de savoir par où on va passer, etc. La TCPO2, on en a un peu parlé. L'artériographie, on ne la fait plus en bilan préopératoire, on la fait en intervention de traité. Donc ça consiste à injecter directement du produit de contraste dans les artères et à suivre le produit de contraste en direct sous contrôle scopique. Donc c'est ce qui nous permet de faire
de procédure endovasculaire, on passe par l'intérieur des vaisseaux, on met des stents, on met des couvrements. Donc c'est un examen qui est associé à un geste thérapeutique. Et puis on va associer bien sûr le reste du bilan cardiovasculaire, donc c'est le CG, plus ou moins la consultation de cardiologie selon la symptomatologie du patient, et le bilan opératoire. Quelques exemples d'imagerie, donc vous voyez, est-ce que vous avez l'habitude de regarder un peu d'imagerie, on passe le temps à regarder? Ça va? Vous êtes à l'aise? C'est quoi? Non, on passe tout le temps à regarder. C'est quoi? On passe tout le temps à regarder. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est quoi une IRM? CLR? Qui est dans quelle coupe? Ouais, axial transversal. Il est injecté, pas injecté? Ouais, vous avez une idée du temps d'injection ou pas? Artériel, ouais. Donc là, on a vu passer. Donc c'est un scanner pan optique membrane. Vous voyez, ça descend jusqu'au pied. Donc là, on voit. On voit la crosse aortique. Qu'est-ce qui part en premier de la crosse aortique? Ensuite, on va partir là, vous voyez. Qui est la réunion de la carotide primitive droite et la supérieure droite. Ensuite, la carotide gauche. Et ensuite, la supérieure gauche. Vous voyez les plaques de calcium. Alors, les scanners de base, ils vont faire les vaisseaux quand ils sont injectés comme ça, hyper blanc là. Ça, on n'arrive pas à avoir l'intérieur des vaisseaux comme ça, donc il faut toujours prendre en premier votre truc de contraste là, pour le faire un peu varier et obtenir ce genre d'image. Vous voyez bien l'intérieur du vaisseau. Là, c'est quoi votre avis là où il y a plein de contrastes très blancs? Qui part là sur le côté du bras. C'est l'artère supérieure. C'est quoi la supérieure? Droite, ouais, mais la veine, l'artère? C'est la veine. On injecte dans la veine au scanner, donc souvent il y a un côté qui est hyper injecté comme ça, qui artefacte un peu les scanners. C'est pas mal de préciser si vous voulez voir vraiment un truc à droite, vous pouvez bien injecter de l'autre côté parce que ça donne pas mal d'interprétation après. Donc après la crosse de l'arbre, vous voyez au passage il y a des calcifications pariétales sur la crosse de l'arbre. Ensuite donc on descend, on arrive à suivre l'arbre thoracique ici. Ensuite, on voit le premier vaisseau qui part à l'étage abdominal. Transcéliaque. Ensuite, la mésentérie supérieure. Ensuite, avant la mésentérie supérieure, entre les deux. La droite et gauche. Donc là, vous voyez, chez le patient, il a plein d'athéromes qui commencent à s'aggraver au niveau de l'arbre abdominale. On est en dessous des artères rénales. Donc là, on voit des calcifications, on voit une plaque d'athérome qui est hypodense, et qui est chronique. Hein. On voit qu'il a l'arbre qui est un petit peu dilaté, alors c'est pas un anévrisme, mais elle est un peu grosse quand même, elle est un peu écrasée. Et après, il y a quoi là? Les intestins. Ici, là, si on se concentre sur le fond du jour. Bah, c'est là. Et des calcifications. Mais est-ce que vous voyez encore du contraste dedans? Non. Non, ça veut dire quoi? Ischémie. Elle est bouchée. Serré, ouais, on dit une occlusion de l'arbre ou thrombose de l'arbre. Donc elle est bouchée. Là, on voit que c'est encore bouché, là, c'est divisé en deux. Il va falloir bien suivre les artères parce qu'elles sont très calcifiées, donc c'est facile de les suivre. Et elles sont encore là et là. Et puis ensuite, là, il y a eu la division iliaque des deux côtés, elles sont aussi bouchées jusqu'ici. Et puis là, ça se injecte, vous voyez? Ouais, pourquoi ça revient? Pourquoi ça peut revenir? Notamment les mammaires, l'épigastrique supérieure, elle est en continuité avec l'inférieure, elle se mélangeait. Et puis elle est collatérale biliaire. Et ensuite, on arrive à voir la fémorale superficielle ici, la profonde là, donc c'est ici, profonde là.
Là, c'est la même, ici qui se divise. Et si on descend, en fait, on arrive à un peu, ça, c'était une patiente qui était tellement en ischémie, en hypodélie, qu'on n'arrive même pas à voir. Vous voyez, ici à droite, on arrive à distinguer les petites artères de jambe. À gauche, on ne les voit plus du tout. Mais elle était en fait chronique. Et on lui a fait un pontage artério-fémoral et elle a très très bien récupéré cette jambe. Elle n'a pas perdu sa jambe. Quand on est en hypothèse chronique, il y a tellement de compensation qui peut se faire que ça s'installe vraiment lentement qu'on a un peu plus de délai et un peu plus aussi. Pour avoir des artères, c'est quand même une bonne idée. Ok, et donc ça c'est un autre examen qui s'appelle une artériographie. Ça saute un peu, désolé si le rendu l'image. Vous voyez, là on a injecté le produit Constraz dans les artères et donc on arrive à suivre la façon dont le produit progresse. Donc on a un peu un paramètre assez subjectif de la vitesse du flux dans les artères. C'est un examen en 2 dimensions. On ne peut pas bien voir où sont les sténoses. S'il y en a vraiment juste des postérieures, on peut ne pas les voir parce qu'on les voit que dans un schéma. Donc là, c'est la bifurcation entre l'artère fémorale profonde que vous voyez ici et l'artère fémorale superficielle. Puis ensuite, si on descend, là on voit qu'ici c'est le genou avec l'interligne articulaire. Donc par ici, l'artère elle devient artère. Vous voyez qu'elle a pas mal de vaisseaux collatéraux, parce que ça c'est toute l'arcade du genou. Ça permet de compenser quand il y a un obstacle au niveau de l'artère du genou. C'est pour ça qu'on ne perd pas sa jambe immédiatement quand il y a une fibrose d'artère. Et il faut être le type de fibrose d'artère n'est pas non plus une urgence chirurgicale, ça dépend vraiment de notre installation. Voilà, et puis quand on descend sous le genou, il y a bien, cette patient, il y a bien ces 3 artères de jambe, il y a une artère très très distale. Donc là, on voit le départ de la tibia antérieure, l'artère coronaire et l'artère sous-apicale. Il y a toujours pas mal de réseaux collatéraux. Il a vu qu'il y avait vraiment une artérite très distale. Ça, c'est un examen qui est hyper performant pour voir vraiment les petits vaisseaux, l'arche plantaire, etc. On ne les voit pas du tout bien sur un scanner. À l'échographie, ça peut être difficile aussi d'évaluer l'hémoglobine à cet endroit-là. Donc, le seul examen qui nous permet vraiment de visualiser ces vaisseaux, c'est l'artère. Vous avez des questions là-dessus? Est-ce que la transmission aiguë La thrombose aiguë? Ouais, c'est une aiguë, enfin, on va faire une application. Sur l'AOMI, tu peux avoir des thromboses aiguës sur des plaques qui existent. Après, c'est vrai quand il y a un terrain sous-jacent d'artériopathie, souvent on va assez compenser parce que c'est rare qu'une plaque se thrombose complètement et qu'elle soit pas sténosante avant. Donc souvent, on a eu de la collatéralité qui s'est développée. Enfin, dans tous les cas, ça sera une ischémie aiguë parce que c'est une question artère. Il y aura un tableau qui sera plus ou moins sévère en fonction de l'artère sous-jacente. Alors, quelques formes particulières, on a les patients diabétiques qui, eux, peuvent être plus jeunes au diagnostic. Ils ont souvent une artère jambière assez calcifiée avec des calcifications circonférentielles qu'on appelle la médiacalcose. Et ça fausse les mesures d'IPS. Donc, ces fameuses IPS au-dessus de 1,4 sur des artères un peu précises. Et donc là, c'est pas du coup une bonne façon d'évaluer l'artère négative. On va mesurer plus les pressions avec un Doppler. Enfin, la qualité du flux auriculaire. Ils ont aussi une neuropathie, une microangiopathie associée. La neuropathie, ça peut faire qu'ils ont une hypoesthésie et qu'ils vont arriver d'emblée à un stade plus sévère d'ischémie critique avec des plaies mixtes d'origine diabétique, microangiopathique et d'artériopathie des membres inférieurs. Donc ça va toujours, on va toujours devoir associer l'utilisation de la prise en charge du diabète, les soins de cicatrisation et des antibiotiques si c'est infecté, et la vascularisation qui ne marche pas très bien à l'étage jambier, donc on réserve vraiment la vascularisation des artères jambières aux patients en ischémie critique. Les insuffisants rénaux chroniques, c'est un peu la même histoire, surtout les dialysés, ils font aussi beaucoup de calcification artérielle des petites artères, donc l'artère jambière. Ils ont aussi des atteintes de membre supérieur ce soir, et chez eux, on voit un peu plus facilement les pressions digitales. Pareil, même tabou, ils arrivent souvent à des stades d'ischémie critique dans le
Il y a aussi le tableau des envols de cholestérol. Donc ça, c'est ces petites taches pétéchies bleues là, sur les orteils. Ça peut arriver de façon spontanée, des plaques d'athérome qui se détachent et qui vont revenir très très loin. Ou secondaire, après une chirurgie vasculaire ou une chirurgie orthopédique, on peut voir ça. Aussi chez des patients qui ont un traitement diplômé. Et puis on a des patients qui vont avoir des symptômes un peu bâtards parce qu'en fait ils sont limités dans leur quotidien par l'âge, ils sont très fatigués, ou ils sont aussi en surcardiaque, en surcardiaque respiratoire. Et donc du coup, ils n'auront pas eu cette manifestation de l'ischémie des formes, ils arriveront d'emblée à un stade d'ischémie critique avec des escarres ou un frein trophique. Et en général, pas de douleur de la dialyse qui joue pour beaucoup, donc c'est un peu plus que ça, c'est le fait de mal épurer des toxines et l'épuration. Est-ce que la médiacalcose, ça favorise l'harmonie ou on en parle surtout parce que ça pose IPS ou il n'y a pas forcément besoin c'est de la OMI, la médiacalcose, ça cause des obstructions artérielles, des sténoses. C'est juste que du coup, pour nous, c'est des lésions qui sont beaucoup plus difficiles à traiter aussi, en plus du fait que les patients dorsales ont des conséquences de la OMI, de l'harmonie en ischémie critique. Que la médiacalcose dans le diabète, les personnes qui ont vieilli, on n'a pas de médiacalcose. Non, quand tu vieillis, il y a de l'athérome qui se développe et tu peux avoir des calcifications qui sont pas stimulantes, mais c'est pas de la médiacalcose à proprement parler, c'est de l'athérome du sujet âgé. Est-ce que les diabétiques, la neuropathie, elle peut cacher les douleurs de marche, une hémorragie un peu plus élevée? Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'ils arrivent à des formes plus sévères, c'est que déjà ils font plus facilement les troubles trophiques avec la microangiopathie, mais en plus ils n'ont pas les douleurs d'effort qui précèdent les douleurs de repos. Quelques autres diagnostics différentiels. Donc, au niveau de la claudication, on a aussi des claudications d'origine veineuse. Ça va être des douleurs qui sont un peu difficiles à caractériser parce que la plainte elle est très variable selon les patients. C'est des patients qui peuvent présenter un œdème du membre inférieur. Ils sont souvent c'est un terrain un peu plus évocateur avec un patient surpoids ou qui a déjà fait des thromboses veineuses profondes ou qui a un ulcère d'aspect veineux, on va y penser. Après, parfois, on a aussi l'ulcère mixte qui combine l'insuffisance veineuse et l'insuffisance artérielle. Donc, il faut penser aussi à dépister les deux si vous avez quelque chose de pas clair avec un patient qui a à la fois, vous ne sentez pas les coups, mais il a aussi des œdèmes, il faut dépister les deux. Il y a les douleurs articulaires qui sont aussi un gros diagnostic différentiel de l'AOMI. C'est des patients qui vont plus localiser les douleurs au niveau des articulations. Donc on a un contexte aussi évocateur, donc soit le sujet âgé, donc avec l'arthrose qui est quand même assez fréquente à cet âge-là, les pathologies rhumatismales et inflammatoires avec éventuellement des antécédents familiaux. Des patients qui vont plus parler d'un verrouillage avec une douleur qui va être d'emblée maximale et puis qui va plutôt s'estomper à la marche, donc ça sera plutôt une douleur un peu inverse de la claudication vasculaire. Les douleurs neurologiques, c'est un grand classique aussi de nos patients assez âgés. Eux, donc, ils peuvent décrire une topographie radiculaire. Vous savez que quand on a une compression de racine nerveuse, il va y avoir un trajet de douleur. Donc ça, on le verrait dans les sessions dédiées à ça. C'est des patients, donc ça peut être aussi mixte. On peut avoir un patient qui a une sciatique chronique et aussi une neuronémie. Donc c'est souvent des terrains qui se chevauchent. Après, il ne faut pas hésiter à dépister, surtout quand on voit que ce n'est pas très clair, c'est pas anodin de faire une vascularisation à un patient qui vient pour une sciatique, que ça ne va rien changer à sa vie et on prend quand même un risque assez important. Puis au niveau des troubles trophiques, le mal perforant plantaire du diabétique, c'est un grand classique aussi, et c'est pas forcément le diabète ne donne pas forcément d'OMI, donc il faut faire le bilan avec un écho-doppler, c'est le bilan de base. L'ulcère veineux, vous savez que c'est des ulcères qui sont de plus grande taille, qui sont donc sur terrain d'insuffisance veineuse chronique. Ils sont généralement très peu douloureux,
qui sont assez bourgeonnants souvent, ils sont peu profonds aussi. Ils ont tendance à se planter du fait de l'œdème. Et puis l'angiodermite nécrotique, c'est un ulcère un peu particulier qu'on voit chez la femme âgée, qui est une plaie ulcérée, mais très très agique avec un pourtour nécrotique. Donc quand on voit un ulcère vraiment très très douloureux, on y pense, et dans ce cas-là, le bilan vasculaire est généralement normal, et c'est des patients qui sont très soulagés par les greffes de peau. Alors sur la prise en charge, vous allez voir qu'il y a une grosse partie qui est dédiée à la prise en charge non médicamenteuse, qui va consister donc, à améliorer les facteurs de risque de nos patients. Donc l'arrêt du tabagisme, c'est essentiel, mais pourtant c'est rarement obtenu. Lutte contre la sédentarité, lutte contre la surcharge pulmérale, les règles gynécologiques de base. Il ne faut pas oublier dans les dossiers de leur mettre des traitements tagiques, parce qu'ils ont souvent mal ces patients, de corriger l'état nutritionnel, de faire des diététiques, le bilan, albumine, etc. Et puis les vaccinations, dès qu'ils ont une plaie, il faut penser à la vaccination tétanique à mettre à jour, c'est pas le cas. Et puis c'est des patients sur risque aussi respiratoire, donc vaccination grippe, Covid-19, c'est aussi important. Et au stade d'ischémie d'effort, en fait, la première chose à mettre en place, ça va être ce qu'on appelle le programme de marche. Il y a un vrai bénéfice qui a été montré de faire marcher ces patients quand on a opposé ce traitement à la revascularisation chirurgicale. Et par exemple, dans une étude, ils ont comparé le stent avec le programme de marche bien conduit chez des patients qui étaient claudicants. Ils ont regardé est-ce qu'ils avaient élargi leur périmètre de marche. Donc en haut, c'est la distance, le temps avant qu'il y ait une douleur insupportable qui oblige à s'arrêter, et en bas, c'est le temps avant que la douleur arrive. C'est ça qui est largement plus basse. Donc vous voyez qu'en fait, le stent fait beaucoup mieux que le traitement médical, le programme de marche fait mieux que le traitement médical standard, et fait aussi mieux que le stent pour la claudication. Donc ce qui est recommandé, c'est de les encourager à marcher. Alors c'est pas juste marcher, c'est marcher d'un bon rythme. Et essayer de forcer contre la douleur, il faut qu'ils aillent un peu jusqu'au seuil maximal tolérable de la douleur avant de s'arrêter. Et ensuite, ils s'arrêtent, ils attendent que ça passe, et puis ensuite ils recommencent. Idéalement, il faut qu'ils fassent tous les jours, minimum 3 fois par semaine, 1 heure. Et puis on essaie de faire ça pendant 3 à 6 mois, et ensuite on les réévalue. Et si jamais la communication est restée très invalidante, que ça n'a pas marché malgré le fait qu'ils aient bien fait leur programme de marche, dans ce cas, on envisage une revascularisation. Idéalement, c'est les patients qu'il faut envoyer vers des centres de rééducation adaptés pour faire ça, mais bon, comme vous savez, il n'y en a pas tant que ça en France, et en général, on leur explique bien ce qu'il faut faire, et puis on espère qu'ils vont le faire. Au niveau des médicaments, vous allez retrouver pas mal de parallèles avec ce qu'il fait au niveau cardiaque. Donc, vous avez le sevrage du tabac, la mise en place d'un traitement hypolipidémiant, même si le bilan lipidique est normal. Donc l'objectif, il est maximal pour ces patients d'un LDL cholestérol en dessous de 0,55. On revient attention aux statines, et puis ensuite on associe les éthylides. Et puis le dernier, c'est vraiment si les deux n'ont pas marché. Contrôle de l'hypertension artérielle avec des objectifs assez bas si vous avez un patient de moins de 65 ans. Au-delà de 65 ans, on reste à 140-80. On l'éduque, on rééduque, et puis bien sûr on contrôle le diabète avec un objectif d'hémoglobine glycée en dessous de 7. Pour la stratégie antithrombotique, c'est des patients qu'on va mettre assez facilement sous antiagrément plaquettaire, donc soit l'aspirine, soit le Calix, ou le clopidogrel, au stade symptomatique. Un patient qui a une AOMI asymptomatique, par contre il n'y a pas de bénéfice à lui mettre en place un antiagrément. Donc si vous trouvez une artériopathie chez un patient dans un dossier qui a juste une coronary, si le coronary, on le mettra aussi. Si on dépiste fortuitement une AOMI chez un patient symptomatique, on ne lui met pas d'aspirine, c'est un surrisque hémorragique, donc il n'y a pas d'intérêt à le mettre. S'il est déjà anticoagulé efficacement pour une autre raison, on les laisse aussi sous mono-anticoagulation, sauf dans un contexte chirurgical, on va associer aussi une antiagréation. Puis il y a une nouvelle stratégie qui est recommandée aussi, c'est d'associer l'aspirine avec une petite dose anticoagulant, donc c'est le Xarelto, là, le Rivaroxaban savon, à 2,5 mg par 2, sinon on a le remboursement depuis, je crois, 2 ans. Donc c'est recommandé, c'est remboursé, et donc c'est ce qu'il faut mettre chez nos patients qui ne sont pas au risque hémorragique. Vous avez des questions sur cette partie médicamenteuse ou c'est clair? Combien de temps le traitement?
pas forcément évident. Souvent, ils voient prescripteur après 6 mois, mais après, souvent, il y a des intervenants qui arrêtent. Il faut bien expliquer que c'est à vie. Et puis ensuite, on envisage donc la prise en charge chirurgicale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la revascularisation. On va réserver cette prise en charge aux patients qui sont en ischémie critique. Et ceux qui sont en ischémie d'effort, c'est quand il y a eu un échec du problème de marche, ou éventuellement si ils ont des lésions ortho-iliaques sévères, parce qu'on sait qu'il y a un bénéfice qui va être assez beau de la chirurgie avec des risques de complications qui sont assez bas quand ils sont à un stade de médication réalisée. On ne va jamais toucher chez l'ischémie d'effort, quasiment jamais, à l'étage sous le genou, parce qu'on sait que pour le coup, les chances d'arrêter à court et moyen terme, elles sont assez basses, donc on va vraiment réserver sur l'endovascularisation aux patients en ischémie critique. Donc l'objectif, ça va être d'améliorer la perfusion artérielle pour supprimer les douleurs et faire cicatriser les plaies, et donc éviter ou alors limiter le niveau d'amputation. Donc il y a un enjeu chez l'ischémie critique de ce qu'on appelle le sauvetage de membres. Et on va associer aussi à ça, il ne faut pas oublier, d'associer aussi derrière les soins de cicatrisation et l'antibiothérapie s'il y a besoin. Quand on passe à besoin d'amputer, on essaie de préserver au maximum l'appui. Donc si on peut, on garde le talon, si on ne peut pas, on garde le genou, et puis si on ne peut pas, on peut la transformer. On peut aller jusqu'à la désarticulation de hanche. Personnellement, j'en ai jamais fait, j'espère que j'en ai jamais en faire de ma vie, mais j'en ai déjà vu et enfin, c'est vraiment le dernier stade d'amputation et puis après c'est la chirurgie, il va y avoir différentes techniques. On peut enlever des plaques d'athérome, mais par exemple là c'est ce qu'on appelle la thromboendartérectomie. On lui a enlevé sa plaque d'athérome en passant dans un plan dans la média. Donc ça, on enlève les plaques d'athérome, ça on fait ça assez facilement au niveau du trépied fémoral, puis ensuite on referme avec un patch, comme ici, vous voyez, on a enlevé une plaque et puis on a refermé avec un patch. On peut faire des pontages, c'est-à-dire dévier la zone occluse avec un nouveau conduit, on branche en amont et en aval de l'obstacle. Donc on utilise assez facilement les veines des patients, les veines qu'on enlève dans les varices, les sapines internes, c'est un bon matériel pour faire des pontages, et puis si on n'en a pas, on fait des pontages en prothèse. Et puis maintenant, on a énormément de techniques endovasculaires, c'est-à-dire qu'on va piquer sous échographie dans le vaisseau, mettre en place ce qu'on appelle un guide, donc c'est une sorte de petit rail sur lequel on va pouvoir descendre des cathéters, avancer des ballons, avancer des stents. Donc avec ces guides et ces cathéters, on va déboucher les vaisseaux. Une fois qu'on est passé à travers l'obstacle, on peut avancer un ballon, le gonfler et écraser la lésion. Et puis souvent, on associe ça avec le déploiement d'un stent. Donc ici, il y a un stent gonflé sur le ballon et ensuite le stent il reste en place. C'est les mêmes techniques qui sont développées au niveau du mental, qu'on fait au niveau des coronaires. C'est juste en technologie. Quand on est en échec de revascularisation, quand on n'a plus d'options de revascularisation, on peut se tourner vers des traitements médicaux ou de neurostimulation. Ça marche pas toujours très bien. Donc il y a l'Ilopros, l'analogue de la prostacécline qu'on passe en perfusion pendant ces cures de 3 semaines, qui ont pour objectif d'essayer de vasodilater au maximum le réseau et donc de soulager les patients douloureux. Ça marche plus au stade d'ischémie critique, des douleurs de repos quand ils ont des troubles trophiques importants, ça marche pas très bien. Et la stimulation médulaire, c'est on fait ça avec les neurochirurgiens, ils mettent en place des implants médulaires pour faire la stimulation qui aussi a but de vasodilatation, qui peut fonctionner chez les patients pareil des douleurs de repos. Donc l'endovasculaire, c'est ça. Par exemple, ce patient, il avait un obstacle au niveau de l'iliaque primitive droite. Vous voyez, on est sur une artériographie. C'est complètement plus là. On a réussi à passer un guide à travers pour le mettre dans l'or. Et ensuite, il y a un stent qui est mis pour maintenir l'artère ouverte. Alors en termes de complications liées à cette prise en charge, on peut avoir des complications précoces. Dans les 30 jours, on considère que c'est un problème technique lié à la chirurgie. Entre 30 jours et 2 ans, il peut y avoir une réaction qui s'appelle hyperplasie, c'est les patients qui font des taques fibreuses sur les zones où on a mis des stents, où on a mis des ballons, ou mis des pontages. Et puis attardif, c'est la maladie athéromateuse qui évolue et donc qui fait se boucher les stents, les ballons, etc. Donc d'où l'importance de bien associer le traitement médical et l'amélioration des conditions de nos patients, parce que de toute façon, s'ils n'arrêtent pas de fumer, s'ils ne prennent pas en charge
la perte de l'œil, c'est pas un stent qui va leur changer la vie parce que ça ne durera pas longtemps. Donc c'est indispensable de les surveiller, de les encourager à faire des efforts d'alimentation, de lutte contre la sédentarité et de traitement de leur comorbidité. On les surveille assez facilement par échographie. Je pense que vous allez retenir le rythme de surveillance de ces patients. Juste retenez bien que c'est hyper important donc le traitement médical à vie et la réassurance de patient. Alors qui veut faire ce petit avec c'est facile. L'AOMI est symptomatique dans la majorité des cas. Ouais. Touche plus les hommes que les femmes. Ouais. Le tabagisme est le principal facteur de risque. L'hérédité n'est pas un facteur de risque. Faux. Il n'a pas d'impact sur la durée de vie du patient. Très faux. Ok, c'est bien. Allez, écoutez. Quelqu'un d'autre? Il n'y en a pas pour tout le monde, mais. Il n'y a pas de piège dans ce qu'on a fait que vous avez entendu. Un patient en ischémie critique a systématiquement des trophies. Faux. Se caractérise par des douleurs récidivantes malgré l'usage d'antalgiques. Faux. Regroupe les stades 3 et 4 de la classification de Lorich et Fontaine. Vrai. Un patient avec un trouble trophique ulcère artériel apparu il y a une semaine est en ischémie critique. Faux. La pression artérielle systolique à la cheville est inférieure à 40 mm de mercure. Faux. 50. 50. Alors, pourquoi tu as dit faux à la 2? Je sais pas. S'il y a des antalgiques de haut grade, je me dis peut-être que c'est par l'excision. Si, en général, ça dans le collège de médecine naturelle? Bah, s'ils disent non, s'ils ne veulent pas le faire, je suis aussi des collèges après en pratique clinique, ça, on utilise encore. Et le 4, t'as dit Faux. T'as dit faux? Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Il y a une semaine, il n'y a pas beaucoup de temps. D'accord. Pour l'instant, tu dis c'est faux. C'est quoi le délai pour dire que c'est chronique? Organisé? 15 jours. T'as des amis à côté de toi? 15 jours, ouais, chronique 15 jours, et puis en dessous c'est aigu ou sous-aigu. La 4 elle est fausse. Parce que ça fait moins de 15 jours. Quand ce soit chronique, En fait, tu peux avoir un lait qui n'est pas lié à la OMI. Tu vois, c'est ça qu'on a en 15 jours, retard de cicatrisation, etc. Tu peux faire, je sais pas, une mamie, elle a accompagné, elle s'est blessée, elle doit aller au moins d'une semaine, sans que ça soit une cicatrisation, même si l'aide à la OMI ensuite. Donc, il y a quand même un critère chronique de l'échec de vaccination spontanée. C'est pas la même chose, en vélo, c'est pas du tout la même chose. donc là, du coup, la 4 est fausse. Parce que, il faut que ça soit chronique pour dire que c'est une ischémie critique. Parce que le corps, il peut encore se la diatribe en gros. Même si elle est dedans. Oui, parce qu'en fait, tu peux avoir un trait trophique qui n'est pas qui va cicatriser, tu vois. À une semaine, c'est pas dans un truc pathologique. Ok. On va revenir. Quelqu'un par là?
Merci Manu. Personne ne me regarde à part toi. Concernant les traitements de l'AOMI, l'arrêt du tabac est indispensable. Je pense que c'est vrai. L'activité physique régulière, marche quotidienne est à proscrire chez les patients ayant une coronopathie associée, je dirais faux. Chez le claudiquant, un traitement chirurgical n'est à envisager qu'après échec d'un traitement médical bien conduit pendant 3 mois. Je dirais vrai. Au stade 4, il faut envisager une revascularisation en urgence. Je dirais vrai aussi. Et dans le cadre de l'ischémie critique, la mortalité à 5 ans est de 50%. Je crois que c'est vrai aussi. Ouais, c'est ça. Alors, la petite subtilité, c'est quand on parle de traitement en urgence, c'est en urgence, tu vois, c'est genre dans les heures qui arrivent. C'est vrai qu'au stade 4, il faut l'opérer rapidement, mais t'es pas en urgence. Sauf si tu as un truc sceptique, tu vois, il faut absolument l'opérer. Sinon, c'est sûr, c'est une urgence. Ok, on avance un peu. On va parler d'ischémie aiguë maintenant. Donc là, vous avez comme objectif de savoir diagnostiquer, évaluer l'ischémie aiguë et connaître les principes de prise en charge. Donc l'ischémie aiguë, pour le coup, ça va être une interruption qui va être brutale. Et donc on va progresser du flux qui entraîne une ischémie tissulaire. Donc ça, c'est une urgence thérapeutique. Le diagnostic, il est essentiellement clinique. Il faut savoir donc, que vous avez une morbidité associée à cet événement qui est assez élevé, avec 10% de décès, 25% d'amputation quand on a un tableau d'ischémie aiguë et 15% de séquelles. Comment ça va se présenter, une ischémie aiguë de membrane? Ça va commencer par une souffrance nerveuse, c'est pour ça qu'on va rechercher à l'examen clinique d'abord un déficit sentimomoteur qui va donner un peu la gravité de notre tableau. Ensuite, ça évolue vers une souffrance musculaire qui induit en fait de la vasodilatation capillaire, de l'œdème, qui va comprimer en fait les muscles dans l'horloge, qui sont contenus dans les loges aponeurotiques, ce qui va engendrer une aggravation de l'hypoxie avec un arrêt de la circulation capillaire, et donc c'est ce qu'on appelle le syndrome des loges. Et puis ensuite, on a la souffrance cutanée qui apparaît dans les 24 heures. Donc ça, c'est assez tardif quand vous avez un patient qui a déjà des nécroses cutanées, c'est que ça fait moins de 24 heures que ça évolue. Il y a également de l'anaérobiose qui se crée au niveau des muscles notamment, avec la création de métabolites acides qui eux-mêmes aggravent la vasodilatation capillaire. Donc tout ce tableau en fait s'auto-aggrave, non seulement ça produit des métabolites et des radicaux libres, mais en plus les loges, les muscles sont comprimés dans leur loge, ils sont démaciés et ils vont nécroser si vous faites. Et puis après la revascularisation, on a ce qu'on appelle le syndrome de revascularisation, quand on a une ischémie qui était assez sévère, qui en fait entraîne du relargage d'acide radicaux-libres, donc acide métabolique et radicaux-libres, et du relargage de cellules usées, et donc potentiellement ça peut avoir des conséquences de troubles métaboliques, d'acidose métabolique, d'hypercalémie et d'insuffisance rénale aiguë sur la nécrose cellulaire aiguë. On va distinguer deux mécanismes d'ischémie et deux terrains. Donc en fait, il y a tout ce qu'on appelle tout ce qui est lié aux embolies, donc les petits caillots qui viennent d'ailleurs, et puis les thromboses, donc les caillots mais sur place. Et donc sur terrain d'artère saine ou d'artère pathologique. Pourquoi on va essayer de distinguer ces deux tableaux? Parce que en fait derrière on va avoir des conséquences qui vont être différentes. On a parlé tout à l'heure de la collatéralité, donc si c'est un patient qui a des artères pathologiques en dessous, il va probablement mieux tolérer l'ischémie. Par contre, il va souvent être plus compliqué après à prendre en charge parce que les lésions vont être plus étendues, plus complexes à vasculariser. Donc dans les causes emboliques, au niveau cardiaque, on a tout ce qui est trouble du rythme, donc ça c'est hyper fréquent, la crème du sujet âgé qui n'est pas anticoagulé ou mal anticoagulé ou qui embolise. Les valvulopathies aussi, ça peut donner des emboles. L'infarctus en lui-même peut donner un embole avec un thrombus intracardiaque qui sera réactionnel à l'infarctus. Les cardiopathies dilatées, elles peuvent aussi donner des emboles. Une endocardite infectieuse, des emboles septiques, et le myxome également. Au niveau artériel, il y a les lésions anévrismales et latéromembroliniennes, donc c'est ce thrombus qui est un peu irrégulier au niveau de la paroi et qui se détache et qui va emboliser plus loin. Et au niveau veineux, on peut avoir des emboles, des thromboses veineuses profondes qui emboliseraient dans le réseau artériel par une communication anormale au niveau cardiaque, donc le phénomène ovale perdu. Donc,
Et puis, dans les causes de thrombose, on a donc soit sur artère saine, soit sur artère pathologique. Donc, artère pathologique, c'est tout ce qui est thrombose sur terrain d'athérosclérose, ou thrombose de pontage ou de stènes qui sont déjà en place. La dissection artérielle, ça peut aussi donner des thromboses, et l'anévrisme poplité, donc on va en reparler un petit peu après. Et puis, pour ce qui est artère saine, donc on a l'allergie à l'héparine qui donne des thromboses artérielles. Le SAPL, qui est aussi un gros trouble de la coagulation qui donne beaucoup de thromboses artérielles et veineuses, le syndrome myélopropylatif. On peut avoir un tableau aussi d'ischémie bleue qui est lié à une thrombose veineuse profonde qui est proximale et majeure, et qui donne en fait un tableau d'ischémie aiguë déficitaire avec des plombs, et qui est lié en fait à cette ischémie, à cette thrombose veineuse importante. On peut avoir des thromboses artérielles sur des poses de cathéter, des hémoconcentrations, des patients très déshydratées, etc. Donc cliniquement, on va avoir un tableau qui va, déjà en termes de topographie, on va savoir à peu près où est le niveau de l'occlusion selon de quoi se plaint le patient. Donc ça va commencer de la distalité, et ça va monter plus ou moins haut selon le niveau de l'obstacle. Donc cliniquement, c'est un patient qui va présenter une douleur qui est très intense, qui a survenu brutalement, plus ou moins associé à une impotence fonctionnelle. Le membre à l'inspection, il va être pâle, il va être froid, on va voir des veines qui sont collabées, on va avoir un défaut d'emplissage veineux, les veines sont complètement aplaties et où elles se remplissent pas du tout quand on les dépouille. Forcément, on va chercher les pouilles, on ne va pas les trouver, donc ça va être associé un peu ces cipés, la gourrier, le fait que ça résume aussi avant. Et donc on va chercher surtout des signes de gravité. Une fois qu'on a fait le diagnostic de l'ischémie, le pied est froid, il a super mal à la jambe, c'est un rendez-vous totalement. On va rechercher un difficile, mais d'abord sensitif, c'est-à-dire qu'il va soit pas sentir, soit moins sentir. Donc c'est intéressant de pouvoir comparer entre les deux membres s'il y a un différence de sensibilité. Généralement ça commence à la pointe du pied, puis ensuite ça remonte plus ou moins haut selon la jambe. Et puis ensuite un déficit moteur qui va commencer par j'arrive pas trop à bouger mes orteils, ensuite j'arrive plus du tout à relever mon pied, et puis ensuite ça peut être un potentiel fonctionnel du membre total lié à un obstacle assez haut sur la. On va palper aussi les loges musculaires pour rechercher déjà un certain nombre de loges. Si les loges musculaires sont tendues et douloureuses, ça évoque donc cet œdème dans les loges musculaires et cette souffrance musculaire débutante. Ça commence généralement sur le muscle tibia antérieur, donc c'est la loge antérieure de la jambe ici, qui sont assez facilement mal à ce niveau-là. En fonction du terrain, vous voyez, si on a une artère saine sous-jacente, souvent le tableau il sera assez intense avec une mauvaise tolérance, un déficit important. Et puis on aura un terrain évocateur avec un patient qui a une irrégularité au niveau du cou ou qui a une ACFA à l'ECG. Et sur une artère pathologique, là on aura un terrain cardiovasculaire, un patient qui peut-être se plaignait d'une complication avant qui n'avait pas été dépisté parce qu'il n'est pas allé voir son médecin. Et puis lui, il va peut-être plus tolérer l'ischémie, il aura mal, le pied sera froid, mais il n'aura pas de déficit. La classification de Rutherford, il y a aussi une classification pour l'ischémie aiguë qui va distinguer le patient qui a un membre qui est complètement viable parce qu'il a un déficit moteur, donc c'est une urgence prématurée de vascularisation. Ensuite, on a les stades 2 qui sont récupérables, mais stade 2-1, il a un déficit sensitif partiel qui est limité, mais pas de déficit moteur, et donc ça, il faut prendre en charge dans les heures qui arrivent. Le stade 2B, c'est prise en charge immédiate, avec un déficit moteur et sensitif. Et le stade 3, c'est un stade d'ischémie dépassée, donc l'ischémie est irréversible. Donc là, pour le coup, la cheville est complètement rigide, fixée, le pied il est marbré, il ne sent plus rien, il ne bouge plus rien. Et là, le pronostic est catastrophique. On va s'orienter directement vers un choix d'amputation qu'on ne fera pas en urgence immédiate. On laisse le temps au patient d'amortir la nouvelle, mais il n'y aura pas de revascularisation dans ces cas-là. Par exemple, ce patient qui a évolué un peu trop longtemps, vous voyez, il est en ischémie dépassée, il y a des plages de nécrose cutanée, son pied est complètement marbré, la chute est figée, etc. Oui, il a déjà une artéropathie sous-jacente. Ouais. Pourquoi c'est c'est normal? C'est la première chose qui a rencontré ça signe la gravité parce que ça signe que tu as une insuffisance, que tu as une ischémie qui est très sévère et qu'il faut aller vasculariser vite parce que ça va être. Sinon, tu vas évoluer rapidement vers un stade 3 non récupérable. Si tu
n'as pas de déficit à la prise en charge, ça te donne un peu une notion de délai. C'est pas forcément peut-être qu'il va évoluer vers un stade avec un déficit cognitif ou moteur. Si tu as un patient qui se plaint d'avoir super mal, il a un numéro 3, mais il n'a pas du tout de déficit, le mec il déparle et puis il attend de voir un peu comment ça se passe, c'est pas forcément relationnel. Mais la question est d'abord nerveux, c'est une question de Ouais. Mais pourquoi c'est pas le nerveux qui est d'abord attaqué? Bah si, c'est le cas, mais si, c'est le cas. Enfin, au début, tu as la douleur quand même en premier. Mais après, en fait, il y a une compensation qui se fait ou non. Si tu n'as pas du tout de compensation, bah, tu auras un déficit nerveux assez rapide. Si tu as une compensation qui s'est faite, tu peux ne pas avoir de déficit nerveux en fait. Ça ne donne pas forcément une notion de temporalité, genre l'ischémie elle est arrivée il y a 1 heure, 2 heures. 2 heures parce qu'il y a déjà une ischémie, un déficit neurologique, et 6 heures parce qu'il y a un syndrome d'éloge, tu vois. C'est plus pour te donner l'idée de la gravité de l'ischémie, le délai que tu as avant de respiraliser, ce qu'on a un peu différent dans ces cas précis. Donc en termes d'examen paraclinique, il n'y a aucun examen qui est indispensable au diagnostic. Ça, vous le reteniez parce que c'est dans les PZ, mais ça fait partie des choses qu'on va dire dans les dossiers. Ne pas retarder la prise en charge chirurgicale si vous avez une ischémie qui est déficitaire dans le dossier. En pratique, on les poussera quasiment toujours vers le scanner parce que ça nous simplifie extrêmement la prise en charge, de savoir exactement ce qui s'est passé. Donc, idéalement, un ange scanner qui va nous aider à savoir où est l'obstacle, à établir une stratégie chirurgicale. L'artéographie, on la fera rarement en première intention, mais si on n'a pas le choix, elle sera faite en intention de traiter. L'échographie, c'est pas un bon examen d'urgence, c'est vraiment si on a un patient qui ne peut pas avoir d'injection parce qu'il y a une contre-indication, une allergie que je ne comprends pas, une insuffisance rénale préterminale, ou pour préserver absolument la diurèse. Et puis, bien sûr, on va rechercher déjà des troubles métaboliques à la prise en charge, donc on mettra le lyono, la CRP, les bilans. Il faudra aller faire des CPK aussi pour rechercher la hémoglobine, pour rechercher déjà un début de rhabdomyolyse. Et le bilan étiologique aussi fera partie du bilan, mais pas en urgence. On va aller chercher si c'est embolique, une étiologie cardiaque, le CG, le TT, etc. En termes de prise en charge, donc on les met sous anticoagulation curative avec un bolus d'héparine. Et ensuite, c'est du coup seringue électrique sur l'héparine avec l'héparine USE. Des antalgiques, n'oubliez jamais de soulager vos patients qui ont mal. Ça fait partie vraiment du traitement. Et après, on essaye d'optimiser la vascularisation. Donc, on va éviter l'hypotension. On va essayer d'optimiser l'oxygénation, donc toujours mettre de l'oxygène à ces patients, même s'ils ont une saturation qui est normale. S'ils ont une anémie, il ne faut pas hésiter à les transfuser aussi. Protéger le membre ischémique avec éviter de blesser un pied qui est abîmé, mais mettre le membre en décharge, protéger ce que vous avez. Parfois, ils ont du coton dans les services, des choses comme ça. Et puis surtout, aller rapidement vers la chirurgie. Donc, quand on a un stade de déficit sensitimoteur, on dit qu'on a à peu près 6 heures pour vasculariser, mais ce qui inclut le début des symptômes. Parfois, il faut aller assez vite. Et là, on va adapter un peu la technique à ce qui se présente comme lésion. On associera souvent des aponeurotomies, surtout si le tableau est très sévère, que le patient est jeune parce qu'il va mal tolérer l'ischémie. Donc ça consiste à faire ces incisions pour ouvrir les loges de la jambe. Vous savez combien il y a de loges dans la jambe? 3. Ouais, il y en a eu des petits exemples. Ouais, il y en a 4. C'est une vraie loge, c'est une loge comme nous. On a 4 loges. L'antérieur, l'externe. La côté superficielle, après, c'est surtout l'antérieur, mais par exemple, ce patient, vous voyez, il a bien fait des pertes parce que si vous avez commencé à les creuser, et si on n'avait pas fait, c'est sûr, il perdait sa jambe. Alors, il y a d'autres techniques qui sont le lavage de main. Très rarement, c'est chez les patients, on n'a vraiment pas envie de un certain nombre de revascularisation et de préservation. Et puis après, il faut surveiller parce qu'ils peuvent faire des vraies hypercalémies, des nécrosovulaires aiguës en post-opératoire, mais parfois, c'est des patients qui ont besoin d'une dialyse en post-opératoire. Alors, petit
cas clinique, un patient de 45 ans qui a une ACPA chronique qui consulte pour une douleur violente dans le monde inférieur, 2 heures plus tôt. Est-ce que donc vous suspectez une ischémie aiguë? Quels sont les signes cliniques caractéristiques de cette pathologie? Est-ce que la 1 c'est bon? Oui. Ouais. Est-ce que la 2 c'est bon? Non. Voilà, ça n'a pas de lettre. Est-ce que l'absence de pouls, ça fait partie des choses? Totalement. Les troubles trophiques. Ça fait 2 heures qu'il a mal dans la jambe, est-ce qu'on verrait des troubles trophiques? La peau blanche, c'est pas les droites, c'est pas un trouble. Non, c'est pas un trouble trophique, parce que ça c'est plus l'anomalité de Faber, c'est un truc qui survient de façon chronique. En fait, il ne va pas faire tous ses poils parce qu'il a mal. Et le pied du membre contralatéral perçu, ça peut être le chez qu'on a trouvé. Pourquoi on dit aspect pâle ou marbré, mais sur les photos que vous montriez, c'était tout le temps rouge, la jambe? Aspect pâle ou marbré? Bah, lui, tu vois pas de marbré, hein? Tu vois pas de marbré, hein? Regarde, en fait, c'est rouge, mais c'est plus de l'hémocystallose, on appelle ça. C'est pas vraiment rouge, c'est noir, c'est rouge, c'est glacé. Et puis, si tu déprimes, ça se recolore pas. Ça se recolore très longtemps. Et puis ensuite, tu as le marbre qui serait bleu, et là, voilà, c'est pas assez tombé, mais donc il a un déficit sensible complet, une force motrice à 0 sur 5. Donc déjà on a un stade de fort de combien? 4. Vous organisez en urgence la prise en charge au bloc opératoire pour une vasoconstriction artérielle. Oui. Vous n'introduisez pas de traitement par héparine à dose efficace du fait du risque de saignement au bloc opératoire. Vous attendez la créatinine pour faire un angioscanner. Vous réalisez un ECG, un ionogramme sanguin en urgence. Oui. D'accord, parce que ça ne retarde pas la prise en charge. Vous appelez le cardiologue pour réaliser une écho-cœur. Ouais, plus tard. La 2, il faut mettre un traitement anticoagulant. Attends, non, il n'y a pas de risque, on va le mettre, on va opérer ce traitement anticoagulant. C'est pas un problème. On le perd avec la on l'arrête quand il arrive au bloc, et puis on pas de préparer une nouvelle. Alors, 3, c'est quand c'est non récupérable. Lui, il a mal depuis 2 heures, donc normalement, il n'est pas en ischémie dépassée. 1, 2A, 2B et 3. Ouais. 2B, pardon. C'est stade 2B. Ah, c'est 2B avec 0 sur 5. Ah ouais. Le fait qu'il ait une ACPA et du coup il est déjà normalement anticoagulé, est-ce qu'on majeure le traitement anticoagulant? En fait, souvent les patients qui sont bien anticoagulés ne font pas d'enveloppe. Il faudra plutôt se demander est-ce qu'il prend bien son traitement, s'il ne prend pas pourquoi, est-ce qu'il a bien compris son traitement. C'est pas fort. Oui, c'est sévère, mais après, il n'est pas dans un stade non plus irrécupérable. Tu vois, à 2, tu ne vas pas l'amputer, cette patient. Ça fait 2 heures qu'il a un. Ouais, je sais, mais après, il a marqué aussi irrécupérable pour l'amputation, donc j'ai en dessous des 2. Ensuite, quelques mots sur le cours digestif. On va avancer un peu plus vite parce que vous avez d'autres choses à savoir là-dessus pour comprendre ce que c'est et la diagnostiquer. Et quelques mots pour essayer d'avoir quelques notions là-dessus parce que c'est une pathologie qui est importante, qui touche beaucoup de patients parce qu'elle est insuffisamment connue. C'est lié au fait qu'il y a une insuffisance de
perfusion au niveau du tube digestif sur un obstacle, donc comme l'athérome peut toucher les membres inférieurs, mais peut toucher aussi l'artère mésentérique supérieure ou les autres artères digestives. Et donc, le fait qu'il y ait à la fois une insuffisance vasculaire et une souffrance intestinale, c'est ça qu'on appelle l'ischémie digestive. Il y a différentes causes possibles. Donc, l'athérome au premier plan, c'est la première cause. Après, on a les mêmes choses à peu près que dans les pathologies qu'on a déjà vues. Donc, vous avez les causes anévrismales, les dissections, les traumatismes, les inflammations des vaisseaux. La dyspathie fibromusculaire, on n'a pas trop parlé, mais ça c'est aussi une pathologie un peu plus chez les jeunes, c'est des lésions spénosantes des artères, donc on voit qu'elles sont assez rares. On a tout ce qui est cause embolique, thrombose de veine, hypertension portable aussi, c'est une cause d'ischémie mésentérique. Et l'inflammation aussi systémique qui peut donner des états de choc avec des vasoconstrictions majeures et des ischémies digestives liées à ces états de choc. C'est aussi des tableaux qu'on peut voir après des chirurgies importantes, type chirurgie cardiovasculaire, quand on opère des dissections, quand on opère l'aorte de façon assez complexe, ou tout ce qui est greffe à l'étage abdominal, ça peut donner des ischémies digestives. Donc en fait, vous savez, vous avez le tronc qui va vasculariser le foie avec l'artère hépatique, la rate et l'estomac, qui en fait a une sorte de réseau de collatéralité avec l'artère mésentérique supérieure, avec les pancréatiques duodénales. Ensuite, on a l'artère. Donc ça peut, quand il y a une sténose au niveau du tronc cœliaque, ça peut donner des tableaux d'ischémie au niveau de la vésicule biliaire, des ulcères gastro-duodéno-ischémiques, une pancréatite aiguë, et puis aussi des infarctus spléniques et hépatiques. Ensuite, on a l'artère mésentérique supérieure qui, elle, vascularise surtout le tube digestif et une grosse partie du côlon, le côlon droit et le côlon transverse. Elle a aussi un certain nombre de réseaux collatéraux avec le tronc cœliaque, mais aussi avec l'artère mésentérique inférieure. Et donc, quand elle se bouche, elle peut donner des infarctus intestinales localisés ou étendus ou des colites ischémiques assez volontiers à droite. Et puis l'artère mésentérique inférieure qui vascularise le rectum, le sigmoïde et puis le côlon gauche. Vous voyez tout ce réseau de collatéral, ça permet de suppléer quand il y a une des artères qui est touchée. Généralement, les autres compensent, c'est pour ça qu'on dit assez classiquement qu'il faut qu'il y ait au moins 2 artères touchées pour qu'on ait un tableau d'ischémie digestive. Donc en fait, ça va commencer par une occlusion vasculaire qui va donner donc un tableau d'ischémie intestinale avec des lésions qui vont être initialement réversibles, de l'hypoxie locale, ça va faire aussi fluer les bactéries anaérobies, avec ensuite une phénomène d'altération de la barrière épithéliale, des afflux de cellules inflammatoires, translocation bactérienne, c'est aussi un truc important parce qu'en fait, ces patients ont souvent une sorte d'inflammation, d'infection qu'il faut gérer avec des antibiotiques associés à la vascularisation et la résection digestive. Et ensuite, si on laisse évoluer tout ça, ça évolue vers la nécrose intestinale et ensuite le décès du patient. Il y a plus de 70% de mortalité associée à cette pathologie quand elle arrive en aigu. C'est la première cause de syndrome de grêle court, c'est-à-dire un grêle trop court pour pouvoir s'alimenter correctement. C'est corrélé énormément au délai de prise en charge. Vous voyez, quand on passe quand on a un retard de 48 heures, il y en a 98% de mortalité. Si on arrive à opérer les patients dans les 12 heures, on réduit énormément la mortalité associée à cette pathologie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune spécificité biologique. Donc on n'aura aucun moyen de diagnostiquer avec certitude, sans une imagerie, cette pathologie. Vous voyez que les lactates peuvent être normaux dans plus de 50% des cas. On peut même avoir pas du tout de syndrome inflammatoire dans 30% des cas. Des taux de LDH normaux dans un quart des cas, des CPK normaux dans quasiment 3 quarts des cas, etc. Il y a un vrai enjeu à diagnostiquer vite ces patients, que ce soit en termes de longueur de résection, de pourcentage de résection et de durée d'hospitalisation en soins intensifs. Et donc vous voyez qu'en pratique, si vous avez un patient où vous avez fait le diagnostic, mais qu'il a déjà soit une défaillance d'organes, soit des lactates au-dessus de 2, c'est pas beaucoup, dans le sang, soit il a déjà un tableau de péritonite ou des signes de nécrose au scanner, on est dans une ischémie digestive tardive et avec des risques de mortalité associée déjà très élevés. Donc finalement, il faudra y penser devant toute douleur abdominale aiguë.
brutale, intense, continue, inhabituelle. Donc un patient qui se plaint d'une douleur vraiment intense et voilà, il dit c'est pas normal, j'ai hyper mal, même si l'examen abdominal est normal. Si en plus vous avez un petit contexte évocateur, genre il a un trouble du rythme, il n'a pas pris son anticoagulant, ou il a un terrain avec des facteurs de risque cardiovasculaire, il faut vraiment penser à ça et aller vite vers un scanner et une vascularisation si votre diagnostic est positif. Pourquoi c'est les femmes, c'est plus fréquent chez les femmes, alors que l'athérome c'est plus fréquent chez les hommes? C'est pas plus fréquent chez les femmes. Vous avez vu ça où? Au collège de médecine vasculaire. Je ne suis pas sûre. Non, je vais pas te répondre. Moi, c'était pas si fréquent, mais ils disent de beaucoup plus fréquent. 70% chez les femmes. Je regarderai. Je vais mettre un diapositive. Donc, pensez chez un patient qui a un terrain cardiovasculaire ou qui a un terrain cardiovasculaire, s'il y a une douleur inhabituelle, et au niveau de l'abdomen, vous pouvez avoir initialement un examen normal avec des bruits qui sont même augmentés, donc qui sont liés à l'hyperpéristatisme. Après, le patient peut se plaindre de diarrhée, plus ou moins hémorragique, on commence à y penser sérieusement. Et ensuite, on peut avoir un arrêt total des gaz et des matières avec un tableau de sang occlusif, et puis ça va évoluer vers une déference multiviscérale et le décès du patient si vous ne faites rien. On va tout le temps aller faire un scanner à ces patients pour le diagnostic positif. En termes de traitement, on va pouvoir revasculariser en urgence avec de la résection digestive associée. Donc, c'est des patients qu'on prévient, il y aura toujours une stomie à post-opératoire et une reconstruction digestive éventuellement dans un deuxième cas. Vous ayez en tête quelques images de scanner, donc quelques signes que vous voir au scanner. Une thrombose d'artère, ça c'est un signe fort qu'il y a une ischémie digestive. Après, on peut voir ce qu'on appelle l'épaississement pariétal. Ici, vous voyez, l'anse elle est très épaissie. Un autre signe très caractéristique, c'est le fait de voir de l'air dans les vaisseaux corps, de l'air dans le mésentère, dans la paroi digestive, comme ici et ici dans le foie. Ici, vous avez une anse qui a un défaut de rehaussement. Vous voyez qu'à côté, elle se rehausse normalement, et puis ici, elle est complètement éteinte. C'est le signe de l'hypertension digestive hors de la névrose. Et la dilatation du digestive aussi, c'est un bon signe. Donc, vous avez des anses très dilatées sur le scanner, c'est un signe de souffrance digestive. Ensuite, on a une autre mode de présentation, donc le mode chronique. Donc là, cette fois, ça sera un mode compensé, comme pour la WAMI. C'est l'installation chronique des sténoses, donc ça va se manifester aussi par une sorte de claudication digestive, soit de après, si on laisse évoluer ça, ils vont évoluer vers l'ischémie de repos digestive avec des douleurs permanentes, mais qui vont toujours se majorer en postprandial. Donc la triade, ça va être de trouver des douleurs qui vont apparaître, se majorer après l'alimentation, avec associé à une crainte de s'alimenter, donc une anorexie secondaire et un amaigrissement secondaire à l'insuffisance d'apport alimentaire. La douleur, elle est généralement assez précoce après l'alimentation. Elle débute en général entre 15 et 30 minutes après avoir mangé. Elle va durer 1 à 2 heures assez classiquement. Et en général, c'est plutôt périombilical ou épigastrique. Un type de crampe. On pourra entendre un souffle à l'examen clinique. Et on va rechercher en fait, des signes d'athérosclérose à l'examen clinique ailleurs. On a un autre tableau d'ischémie digestive qui est l'ischémie colique, où là on va distinguer l'ischémie colique aiguë, qui va associer des douleurs, diarrhée et rectorragie, avec un examen clinique encore une fois assez gros, donc vous pouvez penser quand vous avez des rectorragies avec diarrhée et douleurs un peu localisées sur le cadre chronique. Et puis en chronique, cette fois ça va être des patients qui vont se plaindre du transit chronique, etc. Donc, si vous avez un terrain athéromateux avec des troubles digestifs, il faut l'évoquer et faire un bilan et éventuellement orienter vers une vascularisation. Puis un autre mode de tableau d'ischémie colique, c'est ce qu'on voit en post-opératoire de neurochirurgie aortique. C'est assez classique, surtout dans les contextes d'anévrisme de l'aorte rompue. C'est des patients qui vont rester instables en post-opératoire, présenter éventuellement une diarrhée hémorragique avec un abdomen qui va être douloureux sur le cadran colique. Et là, le diagnostic, c'est pas le scanner, c'est la coloscopie. On va avoir 3 grades à la coloscopie de d'ischémie colique. Le stade 1, ça va être l'œdème et l'irritation de la muqueuse. Ensuite, à part des ulcérations non nécrotiques, et puis ensuite une nécrose extensive
du côlon bassini, le stade 3, et le stade 2 et 3, c'est des patients qui vont être explorés chirurgicalement pour avoir éventuellement une résection colique. Voilà, petit résumé, dire mes notes sont dans les diapos. Un petit questionnaire. Donc, l'artère épithéliale des artères digestives, elle se traduit le plus souvent par des douleurs postprandiales précoces. Oui. Elle est responsable d'un surpoids et à la malabsorption. Non. Elle doit, pour être asymptomatique, atteindre 2 des 3 artères digestives. Ouais, c'est pour ça qu'ils m'ont écouté. L'enjeu scanner ou l'enjeu RM sont les examens de référence. Ouais, si. L'enjeu RM, c'est si on ne peut pas faire l'enjeu scanner, mais oui, l'enjeu scanner, c'est vraiment l'examen qui va nous faire le diagnostic. Et l'absence de diarrhée associée élimine le diagnostic. C'est faux. Il n'y a aucun signe clinique qui est caractéristique, aucun signe biologique. Donc c'est vraiment, voilà, c'est comme l'hernie pulmonaire. Je pense que vous y avez pensé. Si vous avez un terrain évocateur et une douleur inhabituelle, il faut aller vérifier. On enchaîne sur la cours. Donc les anévrismes, vous avez comme objectif de comprendre ce que c'est, de savoir le diagnostiquer, savoir l'évaluer, connaître les principes de prise en charge et identifier prendre en charge un anévrisme rouge. Alors qu'est-ce que c'est un anévrisme? C'est quand l'artère elle est dilatée de façon localisée. Donc il y a ce qu'on appelle la perte du paralysie des bords, le ça devient une boule. Et donc il faut que ça soit de plus de 50% du diamètre normal, donc un ratio de 1,5. Okay, si c'est en dessous de 1,5 et on a une artère qui est dilatée, on parle d'ectasie. Et puis quand c'est tout le réseau artériel qui est dilaté, ça peut arriver dans certaines pathologies génétiques, c'est ce qu'on appelle une artériomégalie. Donc l'histoire naturelle des anévrismes, c'est au niveau de la média, vous savez qu'on a des fibres d'élastique et de collagène, il va y avoir une protéolyse de ces fibres qui va aboutir à une perte d'élasticité et une diminution de la résistance qui va engendrer une dilatation. Ensuite, il va y avoir deux phénomènes qui vont un peu aggraver ça. D'abord, il y a le principe de Bernoulli qui dit que l'énergie elle est constante au niveau des vaisseaux. Et donc, comme le diamètre s'élargit, il va y avoir une baisse de la vitesse et une baisse de la résistance, mais comme l'énergie est constante, il y a une augmentation de la pression. Et donc, il y a plus de pression sur la paroi, plus le vaisseau est gros, plus il y a de la pression sur la paroi. Et puis l'autre principe, c'est la loi de Pascal qui dit que l'augmentation du diamètre est proportionnelle au rayon. Est proportionnelle au rayon. Donc c'est d'autant plus rapide que le diamètre est élevé. On parle de croissance rapide quand on a au-delà d'1 cm par an. Et tout ça, ça génère des flux qui sont perturbés au niveau des anévrismes. Les flux sont ce qu'on appelle turbulents, ils ont tendance à tourner comme ça dans l'anévrisme. Ça va créer du thrombus pariétal, comme vous voyez sur cette image. C'est quoi comme image? Une échographie. Donc là, on est en coupe transversale de l'anévrisme. Vous voyez la boule comme ça ici. Et tout ici, vous voyez ce que c'est là? En croissant. C'est un peu hypoéchogène. Mais c'est pas du liquide non plus, parce que c'est pas noir comme ici. C'est du thrombus pariétal. D'accord, ça arrive, il y en a quasiment tout le temps dans les anévrismes, on s'en fiche. Généralement, c'est bien stable, ça n'embolise pas, c'est assez rare que ça embolise. Donc ça concerne quand même 5% des plus de 65 ans, surtout les hommes, et surtout les fumeurs. Vous voyez que si on fume et qu'on est un homme, et ben on augmente énormément ces risques d'avoir un anévrisme de l'artère du nez. Les facteurs de risque, la principale cause, c'est l'athérosclérose. Et donc, on va retrouver les facteurs de risque cardiovasculaires classiques, le tabac, le fait d'être un homme, le fait d'être âgé, le fait d'être hypertendu. Par contre, il n'y a pas de diabète dans les facteurs de risque. Je pense facteur de risque protecteur, étonnamment, mais quand on a un diabète, on a un risque qui est un peu diminué. Il y a d'autres causes aussi d'anévrisme. Il y a la maladie B7 qui peut donner des pathologies anévrismales, des faux anévrismes. Il y a des anévrismes infectieux, des bactéries qui vont se greffer sur la paroi des artères et donner des anévrismes. Donc la syphilis avant, maintenant on a aussi d'autres germes un peu plus classiques, le staphylocoque, le streptocoque pneumoniae, la salmonelle et tout ça peut donner des anévrismes. Les emboles septiques liés à l'endocardite aussi, ça peut créer des faux anévrismes sur l'artère.
On a tout ce qui est maladie du tissu connectif, dont on a évoqué au début, donc le syndrome de Marfan, les nerfs dans l'os, de type 4, donc avec l'atteinte vasculaire, la dysplasie fibromusculaire. Et puis les artérites inflammatoires, la maladie de Horton, par exemple, ça donne des anévrismes de la. Le risque de ces anévrismes artérielles, c'est de se rompre et donc donner une hémorragie interne. C'est d'autant plus important que le diamètre est important de l'anévrisme pour croître rapidement. On dit qu'en fait, au-delà de 50-55 mm, on a un risque de rupture entre 3 et 10% par an, et donc c'est ce qu'on retient comme seuil d'indication chirurgicale. Ce risque, il est d'autant plus important chez la femme. On multiplie les risques par 4 quand même, et si votre patient a un tabagisme actif, il multiplie aussi son risque de rupture par 4, par 3. Alors cliniquement, en général, ça va être découvert fortuitement parce que le patient, il se plaint de rien. Il peut même à des gros diamètres ne rien sentir du tout. Et en fait, c'est vous, quand vous l'examinez de façon rigoureuse, vous trouvez une masse battante abdominale. Mais sinon, c'est aussi découvert assez classiquement sur des examens faits pour d'autres raisons, type les calculs rénaux, la vésicule biliaire, ou les coupes sur l'échographie doppler, un anévrisme associé. Après, il y a quand même quelques formes symptomatiques. Quand il est douloureux, on parle de syndrome fissuraire, donc on pense qu'il va se rompre dans les heures ou dans les jours qui arrivent. Ça peut donner des douleurs abdominales, des douleurs lombaires. Et puis, c'est quand on appuiera un peu sur la masse battante, on provoquera une douleur. Ça, c'est assez caractéristique du syndrome fissuraire. Ensuite, de temps en temps, il peut emboliser, donc il peut se détacher et aller boucher l'artère pubale, donc ce qu'on appelle un emboligène, et ça sera une indication à l'opérer. Ça peut également comprimer les structures avoisinantes, alors c'est assez rare, mais ça peut comprimer le duodénum, ça peut comprimer les artères. En général, l'hydronéphose, c'est plus quand il y a aussi de la fibrose péritonéale associée à l'anévrisme. Ça peut donner éventuellement des œdèmes sur des compressions de l'œsophage, généralement à récit. Et puis on peut avoir des fistules. La fistule, ça va être une communication qui va se faire naturellement entre l'anévrisme et les structures adjacentes, type le duodénum ou la veine cave. Ça, c'est un peu plus fréquent. Et donc, ça sera découvert si vous avez une fistule naturelle artério-veineuse, on va entendre un SRIL avec la auscultation. Et si c'est dans le tube digestif, le patient il va soit avoir une hématémèse ou il va avoir une hémorragie basse qui sera évocatrice de cette complication. Donc, en termes d'évaluation d'échographie, c'est souvent le mode de découverte. C'est aussi la façon dont on va surveiller les anévrismes quand ils ne sont pas très gros. On leur fait des échographies de surveillance pour mesurer le diamètre maximal. Ça va nous permettre de rechercher aussi d'autres anévrismes associés parce que dans un tiers des cas, on va avoir un anévrisme poplité associé. Donc à rechercher systématiquement. Et on ira assez facilement faire un enjeu-scanner, surtout si on arrive à un seuil chirurgical, parce que c'est un examen qui va nous aider à choisir quelle technique on va faire encore une fois. Donc, un petit exemple d'anévrisme sur un scanner. Vous voyez, on retrouve la coupe transversale. On est également injecté dans l'injecté. Port artériel. On a bien voir les contrastes pour bien voir l'intérieur des vaisseaux. Donc, vous voyez là, les artères rénales se partent. Là, c'est la localisation la plus fréquente des anévrismes. C'est à l'étage de l'artère abdominale sous-rénale. D'accord? Un bel anévrisme. Ça s'arrête juste au-dessus de la bifurcation. C'est vraiment localisé uniquement là. Donc tout ça s'arrête là. Okay. Il y a un petit peu d'infiltration autour des tissus mous, mais bon, a priori, c'est une découverte fortuite. On va l'opérer, mais sans donc ces patients, quand ils ne sont pas à un stade chirurgical, on les surveille régulièrement. S'ils sont à 30 mm, on va faire une échographie à 6 mois pour s'assurer qu'il n'y a pas une croissance rapide, et si ce n'est pas le cas, on va surveiller de façon plus espacée. S'il est déjà proche des 50-55, on va le faire assez régulièrement pour surveiller la croissance. On va rechercher l'autre localisation anévrismale, mais également athéromateuse, parce que du coup la cause principale, ça va être l'athérosclérose. Et il y a aussi une recommandation de dépister les patients qui, au premier degré, qui ont plus de 50 ans, surtout si la cause n'est pas athéromateuse, ou si vous avez un terrain empathique, un patient jeune qui évoque une cause héréditaire. Après, on peut le faire chez tous les premiers degrés de tous les anévrismes qu'on utilise. C'est important de l'hémorragie à arrêter le tabac, vous avez compris, et puis on va mettre en place du coup
les traitements des pathologies associées cardiovasculaires. Il n'y a pas de traitement qui permette de guérir un anévrisme. Il va forcément évoluer lentement et à un moment peut-être arriver à un stade chirurgical, c'est pas sûr qu'il y arrivera. Mais il n'y a pas de choses qui vont permettre de réduire la taille de la stabilité, ça n'existe. Donc, en fait, sur les recommandations actuelles qu'on a, alors je ne sais pas si vous avez dans vos livres du collège, mais en plus sur les nouvelles qui vont sortir récemment, mais dans pas longtemps, mais maintenant on est sur 55 sur l'indication chirurgicale au niveau de l'aorte, au niveau IAC à 40, sauf s'il croît rapidement, et à ce moment-là, s'il a pris plus d'1 cm en 1 an, plus de 5 mm en 6 mois, on va aussi aller plus rapidement vers la chirurgie. S'il est symptomatique, bien sûr, on le fait, et s'il est saxiforme, c'est-à-dire qu'il est plus localisé en forme de sac, à ce moment-là, on est un peu sur risque de rupture, donc on n'attendra pas les 5 ans. Il faut quand même qu'il y ait une espérance de vie supérieure à 2 ans avant pour opérer ce patient. Donc, deux techniques, la chirurgie ouverte, donc on va aborder chirurgicalement l'aorte, on va ouvrir en deux anévrismes et remplacer l'artère par un nouveau conduit, donc un pontage, on a des pontages en pantalon comme ça qui nous permettent de reconstruire la bifurcation artéro-iliaque. Donc le principe c'est ça, on aborde l'anévrisme, donc lambeau dessus en dessous, on l'ouvre en deux, on va ligaturer les artères lombaires qui naissent de la paroi postérieure de l'anévrisme et ensuite on va recoudre un nouveau conduit. Et puis on a une autre technique maintenant qui est la chirurgie endovasculaire, donc ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on fait ça. C'est-à-dire on passe par l'intérieur des vaisseaux, comme les stents et les ballons qu'on fait tout à l'heure, mais là cette fois on va déployer une endoprothèse qui est comprimée dans une gaine de largage. Voilà, on la met à l'endroit qu'on veut, on repère au niveau des artères vénales, comme vous voyez sur cette artériographie, on voit qu'il faudra la mettre au ras de cette artère la plus basse ici. Et puis ensuite on va la déployer, comme ça, elle va se déployer d'un côté. Vous voyez qu'il y a un jambage court pour la jambe gauche. Et donc de l'autre côté, on va aller avec un guide recathétériser le jambage court et mettre en place une extension. Et donc obtenir une zone d'étanchéité, que ce soit sous les artères rénales ou sur les artères iliaques. Donc c'est des endoprothèses qui sont comme ça, elles sont en textile un peu comme ce qu'on utilise pour les pontages chirurgicaux, mais elles ont en plus des stents qui sont cousus dessus, à mémoire de forme qui permettent de se réextendre dès qu'on les large et donc de trouver un diamètre qui va venir s'apposer contre la paroi avec une sorte de force radiaire qui va faire que l'endoprothèse est bien impactée. Puis il y a des petits crochets supplémentaires qui font en sorte que l'endoprothèse elle bouge plus. L'inconvénient de ces dispositifs, c'est que du coup, on n'enlève pas l'anévrisme, on le laisse en place. Et donc, on peut voir apparaître avec le temps des complications de ce qu'on appelle des endofuites, c'est-à-dire des fuites qui vont être autour de la prothèse, donc que ce soit en haut ou en bas. C'est un défaut d'étanchéité au niveau des zones d'adposition. On peut aussi également avoir des endofuites liées aux artères lombaires, aux artères mésentériques inférieures qui refluraient à l'envers. Donc ça, c'est assez fréquent. Dans un certain cas, ça arrive. Généralement, c'est assez bénin parce que c'est des sous basse pression, mais ça nécessite quand même qu'on surveille longtemps le patient. Et voilà, après, il y a deux causes endofuites qui sont liées au dispositif en lui-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met une prothèse à nos patients, ça nécessite un suivi prolongé. C'est une sorte de deal qu'on fait avec notre patient au départ. On dit, OK, on vous met un dispositif endovasculaire, on va pouvoir passer sans faire de chirurgie, on va vous faire juste un petit piqûre dans l'artère, il n'y aura pas de cicatrice. Vous allez pouvoir sortir 2 jours après ou même le lendemain de la chirurgie. Mais par contre, on va revenir tous les ans avec une scanner tous les 2 ans. Donc ça va vraiment être un choix qui va s'orienter en fonction du risque chirurgical du patient, parce que s'il est vraiment jeune, on sait que la chirurgie conventionnelle ça marche très bien et ça évite ce suivi prolongé, donc on va peut-être un peu plus s'orienter vers la chirurgie. Donc pour ce qui est de la surveillance, en endovasculaire on surveille de façon prolongée. Le risque principal c'est les endofuites, et puis quand on opère le patient, on le surveille initialement par échographie, et puis si tout se passe bien, comme c'est des grosses prothèses en général, il n'y a pas de problème, donc ils sont surveillés par un médecin généraliste ensuite. Quelques complications possibles qui sont les mêmes en fait que l'endovasculaire, c'est des endoprothèses et des pontages, ça peut boucher, ça peut faire des fistules avec des structures adjacentes, ça peut faire un peu de... Pour finir sur l'anévrisme rompu, donc un dernier petit scanner, vous voyez que ce patient-là, il est arrivé lui en état de choc, avec une hypotension artérielle. Lui, étonnamment, il avait pas mal au ventre, mais il avait mal dans la main droite. Peut-être plutôt sur une sorte de scoïtis, une inflammation au niveau du muscle psoas. Et donc, ce que vous voyez au passage, c'est qu'il y a aussi un anévrisme, vous voyez, avec cette fois carrément du contraste qui sort de l'anévrisme.
Ça, c'est assez rare qu'on le voit. Ce qu'on voit un peu plus fréquemment, c'est tout ça, avec cette hypodensité autour et cette infiltration de l'espace rétropéritonéal qui repousse le péricorde vers l'avant, qui comprime toute l'aisance et les reins externes devant. Donc ça, c'est une rupture rétropéritonéale d'un anévrisme. On voit tous les hématomes, il y a énormément ce patient. Et c'est aussi un anévrisme de l'artère abdominale sous-rénale. Vous voyez que l'anévrisme naît en dessous des artères rénales. Ce qu'on voit aussi, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais les artères rénales, vous voyez, elles sont complètement, elles sont très petites. Ça, c'est assez caractéristique des patients hypotendus. Ils vont faire des vasoconstrictions de leurs artères. Et donc, on voit assez souvent ça, c'est des artères qui sont complètement spasmées sur l'état de choc. Qui explique ensuite les colitis ischémiques liées au choc hémorragique, au spasme artériel. Donc dans ces cas-là, on est à 80% de mortalité globale sur cette pathologie. Ces patients qui vont se présenter avec une douleur abdominale brutale et un tableau d'état de choc qui va évoluer rapidement vers un décès sans prise en charge. Donc il faudra dérouler tout ce que vous connaissez sur la prise en charge réanimatoire, surveillance Covid, les organes veineuses, etc. Et c'est vraiment chirurgical. Il y a d'autres localisations des anévrismes rompus, les anévrismes iliaques, les anévrismes poplités. Donc on a un peu parlé, là c'est un patient qui a lui aussi des dilatations mais post-anévrisme, donc plutôt au stade d'ectasie des artères iliaques, en passant. Elles sont assez dilatées mais elles ne sont pas encore à un stade anévrismal. Et lui, il est arrivé à un tableau d'ischémie du membre inférieur droit. Vous voyez que ici c'est un énorme anévrisme poplité complètement bouché. Et à gauche, il a aussi un anévrisme poplité, c'est souvent bilatéral. Et le problème des anévrismes poplités, c'est ça, c'est la thrombose. C'est pas la rupture, c'est très rare que ça rompe. Et par contre, ça se thrombose et ça fait aussi ce thrombus pariétal comme vous voyez ici. Là, c'est la lumière artérielle et tout ça, c'est le thrombus qui est au niveau de l'anévrisme poplité. Et ça embolise à bas bruit dans les actes de jambes et ça finit par détruire tout le lit d'aval. Et c'est des patients qui arrivent dans des tableaux d'ischémie hyper sévères avec pas de revascularisation possible parce qu'il n'y a plus d'artère à déboucher. C'est aussi important de dépister et d'anticiper cette dégradation évidemment. Donc les anévrismes poplités sont bilatéraux dans à la moitié des cas et ils sont associés aux anévrismes de l'artère abdominale dans un quart des cas. Ça fait plus les hommes. Souvent asymptomatiques parce qu'en fait c'est des emboles à bas bruit. Donc c'est pour ça que c'est important. Si vous sentez trop en vous, que vous quittez sous les pensées, il faut aller jusqu'au bout de votre démarche et faire une échographie pour infirmer ou affirmer votre diagnostic. Au début, ils peuvent quotidien, mais c'est assez rare. Par contre, ils arrivent souvent à un stade d'ischémie aiguë avec une thrombose du sac et aucun lit d'aval. Parfois, ça comprime les structures adjacentes et parfois, ça se trouve, mais c'est rarissime. Donc, on fait le diagnostic sur une échographie, on complète avec un scanner, et puis on les opère au-delà de 2 cm de diamètre, ou quand ils ont du thrombus important, ou quand ils ont embolisé et qu'on a déjà une artère qui a disparu sur la jambe. Et on les opère en général par chirurgie. Alors on peut mettre des stents, mais on peut mettre des stents s'il y a un bon lit d'aval, si on fait des pontages sur ces artères. Au niveau iliaque, ça va être comme l'anévrisme de l'artère abdominale, s'il n'y a pas grand chose de différent. Il faut savoir qu'ils sont aussi bilatéraux dans 50 à 60% des cas, et ils sont assez fréquents, donc 20% des porteurs d'anévrisme ont une localisation aussi iliaque associée. Il n'y a qu'un petit QCM, l'anévrisme de l'artère abdominale. Son principal facteur de risque, c'est le tabagisme. Oui. L'hérédité familiale est un facteur de risque. Oui. Il peut être asymptomatique et découvert fortuitement à un diamètre de 80 mm. Ça peut et ça arrive. On envoie des ruptures à même 11 cm. Le risque principal est la rupture. Non. Je vais refaire ce cours. Il est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Oui. Vous pouvez être opéré s'il est douloureux. À partir d'un diamètre maximal transverse de 60 mm s'il est asymptomatique. 50-55 verrez dans le nouveau collège qui mettent vraiment la chaise, maintenant la montre à 55. C'est supérieur à 55 Si. mais du coup, est-ce que là, ça veut dire. En gros, moi je le comprends en mode, l'opère c'est en dessous. C'est à partir.
À partir de. Le diamètre maximal, c'est-à-dire, on connaît ça, c'est 60. À partir d'un diamètre maximal de 50. Si, là, ça fait. Ne pas jamais opérer supplément de 45. C'est faux. S'il est douloureux. Il peut avoir une idée, il peut être symptomatique. Il y a des contextes où il faut 45 de faire, c'est pas fréquent. Sa croissance est supérieure à 1 cm au cours de l'année ou 5 mm au cours des 6 derniers mois. Ah oui. Le patient est anxieux et souhaite s'en débarrasser. C'est le choix du patient. Non, c'est mauvaise. Voilà. Parce que c'est vraiment une parcelle et encore. Non, parce qu'en fait, les conseils quand tu veux faire des patients, et si derrière les parties de l'oreille, tu réfléchis parce que oui, tu veux faire derrière si tu veux.